Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. L'arrivée du groupe Wagner au Mali va certainement renforcer la présence russe dans le Sahel, ce qui constitue une pression supplémentaire pour l'impérialisme français en Afrique. En fait, selon des sources dignes de foi, le Mali s'apprêterait à signer un accord de partenariat avec une société de sécurité privée russe. Cet accord porterait sur le déploiement d'environ 1000 soldats au Mali. Mais pourquoi la France a-t-elle vraiment peur de l'arrivée des Russes au Mali? Quels sont les enjeux? Suivons maintenant le décryptage de la situation par le président Bandakani et d'autres panélistes qui sont sur le plateau de DBS, la télévision panafricaine. Suivons. Les informations que nous avons eues il y a encore quelques mois, c'est que parfois Paris, il faut le dire comme ça, avec ses soldats, font souvent des patrouilles sans aucun soldat malien, sans en informer le ministère de la Défense malien. À se demander donc, que fait Paris au Mali? Que font les soldats français au Mali? Que font-ils à Gao? Et finalement, la dernière question, comment est-ce que les militaires ne sont jamais attaqués? Comment est-ce que les sociétés françaises ne sont jamais attaquées, mais que les militaires français soient toujours du côté du Mali? On s'interroge. Messieurs, au cours de cette édition, nous allons continuer justement notre interrogation. Pendant ce temps, la France pleure partout en racontant dans ses médias mainstream que la société Wagner est inondée de mercenaires qui sont impliqués dans de nombreuses exactions. Et les Africains de se poser cette question. Et alors? Allons dire bonjour à Polela et à Amina Fofana qui nous suivent depuis Bamako au Mali. Bonjour Amina Fofana, bonjour Polela et bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les brillants panélistes qui se trouvent sur le plateau, que j'ai souvent le bonheur avec lesquels j'ai souvent le bonheur de partager le plateau. Ce sont de véritables lumières qui éveillent, qui contribuent efficacement à l'éveil des consciences. Mais Steve, je dois dire que vous me traquez. Au Cameroun, je me lève déjà à 5 heures du matin pour être sur vos plateaux. Je me retrouve à Bamako, au Mali. Je me réveille encore à 5 heures pour être sur vos plateaux. Non, à 4 heures cette fois-ci, puisqu'on a 1 heure d'écart et que nous avons 1 heure de moins ici au Mali. Mais c'est toujours avec plaisir que je vous retrouve parce qu'il s'agit des questions brûlantes qui contribuent justement de par nos analyses et nos éclaircissements, et aussi bien pour ceux qui sont sur le plateau que pour nous qui sommes ici et d'autres, à justement éclairer les lanternes des Africains. Donc je salue l'Afrique, je salue le Cameroun, je suis sur la terre de Modibo Keïta, de Kanka Moussa, de Sundiata Keïta, de l'une, sinon la première université au monde, celle de Tombouctou. Je suis sur le pays, sur la terre, les terres de ces Maliens courageux qui récemment encore ont montré que le peuple pouvait changer la donne par une révolution venant du bas. Et je suis très heureux d'être à côté du symbole même de la résistance et de la révolution qu'est Amina Fofana, qu'on ne présente plus. Et donc, je vais lui laisser la parole également avant que nous puissions, dans la mesure de nos possibilités, et des connaissances que nous pouvons mettre à disposition, répondre à vos questions. Merci beaucoup, monsieur Ela. Bonjour, monsieur Steve. Bonjour spécial à monsieur Bandakani et j'espère que prochaine fois, ça sera le tour de monsieur Bandakani au Mali. Parce que j'ai longtemps salué monsieur Bandakani sur les plateaux tous les jours. Sinon, c'est moi qui ferai le déplacement pour venir au Cameroun. Bonjour à tous les panélistes. On est ravis d'accueillir monsieur Paul Ela ici. Et vous savez que, comme je l'ai dit l'autre jour, la lutte africaine, c'est une lutte commune. C'est un problème commun. Et vraiment, je vous salue pour vos efforts, pour vos encouragements, pour vos éclaircissements. Vous êtes des infatigables et c'est grâce à vous et grâce à nous, grâce à nos efforts, surtout grâce à vous, parce que vous contribuez énormément à l'éveil des consciences africaines, que l'Afrique va sortir enfin des griffes de l'impérialisme français et occidental. Donc, je vous remercie et merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateau.
Merci à vous également, hein, Amina Fofana. Je rappelle que vous êtes architecte, vous êtes également membre du CNT, le Conseil national de transition, et que vous êtes également membre du, on va le dire comme ça, du Parlement panafricain. D'ailleurs, il y a une session tout à l'heure, mais vous avez quand même pris de votre temps pour être avec nous ce matin. Nous sommes très heureux de vous avoir. Mais puisque vous êtes au Mali, nous allons commencer par vous, Amina Fofana, et sans oublier Paulela. Que se passe-t-il entre la France et la société Wagner? Apparemment, Paris prend la mouche parce que aujourd'hui, les autorités en place actuellement du côté de Bamako ont pris l'initiative de se rapprocher, on va le dire comme ça, des militaires russes avec qui ils veulent signer un accord. Et en ce moment-là, Paris déclare haut et fort qu'elle quittera le Mali si jamais, c'est ce que, si jamais en tout cas cet accord est signé. Pourtant, on le sait depuis plus de 8 ans aujourd'hui, Paris, avec ses soldats, sont sur le sol malien, mais ils n'ont pas tué un seul djihadiste. Oui, en effet, en fait, la Russie, c'est l'antidote de la France. Donc, la société Wagner est une société que la France tente de discréditer. C'est la même chose qu'elle a eu à faire à cette même société militaire russe. Voilà, donc elle a fait la même chose à cette société en Centrafrique. Elle accuse, elle s'acharne, elle n'est pas seule, hein, avec tous ses copains impérialistes criminels, bandits, voyous qui tuent les gens à leur guise sans être jugés. Donc leur antidote, c'est la Russie. Et eux-mêmes qui traitent la société Wagner de mercenaires, eux-mêmes ont ce type de société militaire privée, que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la France. Ils font le même genre de sous-traitance. Donc la France a juste peur, mais ce que la France ignorait, c'est que beaucoup de militaires russes étaient là il y a des mois pour baliser le terrain, pour voir comment ils vont s'implanter. Et ces gens ont fini leur boulot. L'affaire est déjà réglée. C'est pour ça que la France essaye de passer aux menaces. Comment peut-elle nous menacer avec ce qu'on aime, avec ce qu'on attend d'elle? Mais malheureusement, comme elle est indigne, elle parle pour rien. Quand la France dit « je pars », la France ne part pas. La France concocte autre chose. La France n'est pas venue pour partir. C'est un pays qu'il faut chasser. Vraiment, il faut chasser, comme elle est rentrée ici sauvagement, il faut le chasser sauvagement. On comprend ces langages. Il y a longtemps, j'avais dit qu'elle préparait son avenir au Niger. Et il faut que le peuple du Niger puisse faire en sorte que la France ne puisse pas aller s'établir là-bas avec son terrorisme. Donc, comme les peuples sont en symbiose, en voici une preuve, en voici aussi une preuve d'IBS. Donc, comme les peuples sont en symbiose, moi, je crois qu'on finira tôt ou tard, mais même dans pas longtemps, à venir à bout de l'impérialisme français et occidental de ces crimes. Et je veux juste vous dire que la Russie a fait en sorte que le terrorisme soit vaincu par l'État. Or, la France qui est venue avec le terrorisme était en train de combattre l'État avec son outil impérialiste contre les peuples, contre les gouvernements patriotes. Donc, la Russie a fait en sorte que la Centrafrique, le pays, puisse avoir le dessus sur le terrorisme. Et c'est la même chose que la Russie va venir faire ici. La société Wagner, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où sont les criminels qui appellent les autres par le nom de leur travail. S'il y a des criminels, des mercenaires sur le sol, c'est-à-dire sur la terre, ce sont bien, c'est l'Occident et ses partenaires. Donc, ils essayent de faire porter la casquette, leur casquette aux patriotes et aux gens sérieux qui veulent nettoyer les problèmes qu'ils ont causés pour s'emparer des richesses de ces nations-là. Donc, la France divague beaucoup maintenant. Donc, on n'est pas affecté du tout. Nous, on n'écoute pas. Nous, on écoute Afrique Média, nous écoutons DBS. Nous n'écoutons pas Florence Parly. Nous n'écoutons pas Jean-Yves Le Drian. Ce ne sont en aucune manière nos références. Nos références, c'est vous. Ce sont vous et vos médias qui éclairez l'Afrique sincèrement, qui avait montré le vrai visage, la face hideuse, la face contradictoire de la France
au monde entier. On est fiers de vous. Donc, Florence Parly, Yves Le Drian n'ont qu'à parler à leur peuple. Nous, on écoute nos frères, on écoute nos papas, on écoute nos frères panafricains. Donc, la France peut aboyer autant qu'elle le veut. Les Russes sont les bienvenus et vraiment, on leur déroule même le tapis rouge. Voilà. Amina Fofana, restez avec nous. Je rappelle que vous êtes architecte, membre du CNT, le Conseil national de transition, et que vous êtes également membre du Parlement panafricain. Paul est là, on le sait également, du côté du Mali. Le Mali, ce n'est pas la première fois, hein. C'est depuis la nuit des temps qu'elle a des relations. Le Mali a des relations avec la Russie. On le sait également qu'Assimi Goïta, le colonel qui a pris le pouvoir, a été formé justement du côté de la Russie. C'est aussi de bon ton. On le sait, on a vu le travail de la Russie en République centrafricaine. Et aujourd'hui, la majeure partie des Africains appellent justement la Russie à la rescousse parce qu'on le sait depuis les années 40, lors de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle a beaucoup aidé justement à la libération des nations. Alors, écoutez Steve, vous savez, quand vous marchez, vous avez passé votre vie, en tout cas une bonne partie de votre vie, à marcher avec un soi-disant partenaire qui n'a fait que vous asphyxier, qui n'a fait que vous spolier, qui n'a fait que vous mentir, qui n'a fait que vous détourner en fait du chemin même de votre gloire auquel vous étiez destiné. Au bout d'un certain temps, le bon sens vous fait quand même penser qu'il est impératif de changer de paradigme, qu'il est impératif de se séparer de ce mauvais partenaire, de ce faux compagnon, pour se retourner vers un autre partenaire ou vers d'autres partenaires qui, eux, vont vous permettre de marcher résolument sur le chemin de votre renaissance, sur le chemin de votre retour en dignité. C'est exactement ce que le peuple malien a fait. Vous avez bien fait de le rappeler. Quand j'entends que, surtout pas les Français, parce que s'il fallait donner une palme d'or à un peuple ou à un système ou à un État concernant l'hypocrisie et le mensonge, je pense que la France serait en bonne posture, en tout cas en très bonne place pour mériter cette palme d'or, puisqu'on entend que la force, les militaires de Wagner, en tout cas la force militaire Wagner, on entend de la France que ce sont des mercenaires. Ça me fait beaucoup rigoler. En réalité, les véritables mercenaires, c'est qui? On sait très bien que c'est la France, c'est l'ONU, c'est les pays occidentaux. Hier avec Barkhane, demain peut-être, je dis peut-être parce que le peuple malien n'a pas dit son dernier mot, peut-être avec Takuba, on voit bien quelle est la force d'occupation. Les forces onusiennes, françaises et occidentales sont des forces d'occupation et ne sont pas des forces de libération. C'est connu. Alors, il est extraordinaire qu'on entende que de la bouche de certains représentants du gouvernement français que les Russes sont avec l'entreprise Wagner des mercenaires. C'est bel et bien l'Occident qui occupe de façon illicite, illégale et abusive les territoires, non seulement maliens, mais d'autres territoires africains, et il est impératif de les en faire partir. Alors, vous avez bien fait d'évoquer, je le disais tantôt, le fait que ça ne date pas d'hier. Quand j'entends certains parler de la Russie comme étant un fait nouveau dans les relations malio-russes, c'est juste que ces personnes ne connaissent pas l'histoire. Alors je vais leur rappeler, comme vous avez commencé à le faire, que c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, justement, et depuis donc la période de la guerre froide, que le Mali et la Russie, de façon encore plus précise avec Modibo Keïta, qui est l'emblème même de la libération de la dignité du peuple malien depuis au moins les années 1960, qui justement entretenait déjà des relations avec la Russie. Et vous connaissez bien l'histoire. La période de la guerre froide qui s'est terminée avec la chute du mur de Berlin en 89 et le démantèlement de l'URSS en 91-92, montre bien que c'est le fait de la fin de la guerre froide qui fait que justement le capitalisme occidental et précisément américain ayant repris le dessus, ayant pris donc le dessus, ayant donc le dernier mot et étant le système en vigueur encore jusqu'à ce jour, c'est cela qui a fait en sorte que la Russie perde pied, en tout cas dans la géopolitique mondiale. Et donc, le Mali ne fait que revenir à ses premières amours, et c'est tant mieux. Et c'est tout simplement une erreur de parcours que la France représente dans l'histoire du Mali,
mais ce n'est pas l'inverse. La France présente les choses comme si c'est elle qui était dans son bon droit d'être au Mali, alors que les Maliens n'en veulent pas, n'en ont jamais voulu, et que c'est par la force des choses, par la violence, le mensonge et le pillage que la France est retrouvée au Mali, pas seulement militairement, mais aussi politiquement et économiquement. Et il est grand temps que cela cesse. Et le fait que les Maliens se retournent par le truchement du Conseil national de transition à la tête duquel se trouve le valeureux Assimi Goïta et toute son équipe, et Malick Diop et tout le reste, c'est par le truchement de ces valeureux personnages, de ces valeureuses personnalités, que le Mali est revenu sur ses meilleurs sentiments en se souvenant des amitiés anciennes et non disparues que le Mali a toujours eu avec la Russie. Donc, on est dans un jeu de dupes dans lequel la France veut nous emmener, mais les Maliens sont lucides. Je vous assure, les Maliens sont lucides. Et je me retrouve au Mali depuis quelques jours maintenant et encore pour environ 10 jours. Et je peux vous assurer que les Maliens, au-delà de l'accueil légendaire qui était déjà annoncé comme tel et que je vis aujourd'hui, de la sincérité, la foi, la détermination, je vous assure. J'ai assisté avec Amina Fofana hier à une conférence de presse organisée par le mouvement Yerewolo. Je vous assure, j'ai vu des Maliens dans une mobilisation, des centaines de Maliens dans une mobilisation extraordinaire, dire à bas la France, à bas l'occupation occidentale, à bas l'impérialisme, à bas les bases militaires, et ils sont plus que jamais déterminés. Le Mali parle en Afrique, non seulement de par son histoire que j'ai évoquée tantôt, parce que l'histoire du Mali, l'histoire de l'Afrique ne s'écrit pas sans celle du Mali, mais également par rapport à l'actualité. L'actualité du Mali, on connaît les mouvements du 20 janvier à la tête duquel les manifestations populaires impressionnantes ont été organisées, et par les bons soins et en bonne place, Amina Fofana qui est à ma gauche ici, et que j'ai le privilège de côtoyer avec également Ben le cerveau, comme vous dites, Monsieur Diarra qu'on a rencontré hier également, avec qui on était, Adama Ben Diarra, avec qui on était encore hier à la conférence. Je vous assure, le peuple malien est déterminé. Le peuple malien, ça je le savais déjà, mais je le vis parce que je suis sur place sur la terre de Modibo Keïta et c'est tout à mon honneur. Le peuple malien ne veut plus rien entendre si ce n'est le langage de la liberté et du retour en dignité de l'Afrique. Et la libération, le retour en grâce, le retour en dignité, la réécriture en lettres de noblesse de l'Afrique passe par le Mali, parce que le Mali parle à l'Afrique, non seulement du fait de son histoire riche, mais également du fait de son actualité. Et je le vis au quotidien depuis quelques jours, je le verrai encore pendant quelques jours, et je suis venu apporter aux Maliens le soutien de vous qui êtes sur le plateau. Ils vous connaissent tous, Steve. Ils vous connaissent tous. N'en parlons plus du président Banakani. Je crois que quand on me salue, on dit « Ah oui, Paul est là ». Le nom du président Banakani vient toujours derrière. Donc vraiment, il me fait de l'ombre et franchement, je dois travailler dur pour être à la hauteur de sa popularité. Vraiment, merci mon cher grand frère. Je t'assure, j'étais à la conférence hier avec des centaines, je dis des centaines de personnes. Et Amina et Ben m'ont fait l'honneur d'intervenir. Je vous assure, c'était une foule en liesse. Et tellement de gens sont venus vers nous. Ils nous parlent de Steve, ils nous parlent de Triple A, ils nous parlent de Bandakani, ils nous parlent de Simon D, ils nous parlent de chacun d'entre vous. Je vous assure, nous faisons un travail extraordinaire. C'est pas moi qui le dis, ce sont eux. Ils nous suivent au jour le jour. Même dans la rue, je suis reconnu par des Maliens. Même dans les taxis, je suis reconnu par des Maliens. C'est juste extraordinaire. C'est juste pour dire que nous menons un combat commun. Et je suis venu dire aux Maliens que le combat qu'ils mènent, ce n'est pas un combat uniquement des Maliens, c'est aussi le combat des Camerounais. Et il est grand temps, c'est le cœur même de mon message, que le problème du Malien soit le problème du Camerounais, que le problème du Tchadien soit le problème du Centrafricain, que le problème du Togolais soit le problème du Malien, et ainsi de suite. Ce n'est qu'en étant unis, en étant forts qu'on va s'en sortir. Donc je suis venu dire, tout à l'heure, Amina, que vous l'avez dit, nous a fait le bonheur d'être là, parce que c'était pas évident. Elle a Parlement et les sessions parlementaires tout à l'heure. Moi, j'ai une conférence
à l'université de Bamako dans un amphithéâtre où m'attendent des centaines de jeunes étudiants. Les Maliens sont motivés, ils sont déterminés et ils parlent à l'Afrique, ils font écho de ce que l'Afrique doit être debout. Et nous sommes là pour le crier haut et fort avec vous sur les plateaux. Nous continuons. La bataille va être gagnée de façon certaine, c'est inéluctable, car le réveil de l'Afrique est dans une logique irréversible. Merci à vous, hein, Polela. Merci également à Amina Fofana. Je rappelle d'ailleurs, Polela, ne finissez pas tout. Il faudra garder pour nous. Il ne faudra pas oublier. Hein. On fait sourire d'ailleurs. Messieurs, nous revenons ici sur le plateau. Président Badakani, j'espère seulement que Polela et Amina Fofana resteront avec nous. On sait pertinemment que Amina Fofana a une session parlementaire aux alentours de 10h. Mais nous serons ensemble jusqu'à 10h heure d'Afrique centrale, 9h heure de Bamako au Mali. On espère que Amina Fofana restera avec nous et sans oublier Polela avant d'aller justement en conférence, on va le dire comme ça, de presse, et elle en session parlementaire. Président Badakani, je vais me tourner vers vous. Les enjeux sont globaux, les enjeux sont très nombreux du côté du Mali. C'est une guerre, on va le dire comme ça, sanglante entre la France et la Russie. En tout cas, c'est pour la France une occasion de se relever. Permettez-moi de commencer par retourner les civilités révolutionnaires et panafricanistes à cette aile du combat panafricaniste qui est au Mali actuellement. Oui. Les panafricanistes ont une réflexion globale, au sens noble du mot, pas le globalisme des criminels, Oui. des internationaux, mais le sens global, c'est-à-dire que c'est une interconnexion de la lutte au niveau du monde entier. Et de ce point de vue-là, le Mali, ce n'est qu'une aile de notre mouvement. Donc je voudrais rendre un vibrant hommage à Madame Amina. C'est notre Amazone des temps modernes. Oui, c'est une Amazone des temps modernes. Extraordinaire. Elle est extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour elle. Je vais simplement dire que, comme on dit chez nous en Afrique, noblement, je vous aime, Madame Amina. Apparemment, là-bas, il y a coupure d'électricité. Hein? Je vous aime. Et, nous, et pourtant, l'uranium est transporté en France. Hein. Désolé, les gars. La seule chose que je veux dire à Madame Amina et à travers elle, à tous les Maliens, et spécialement au président de la transition, je vous aime. Je vous aime. Au sens noble du mot en Afrique. Quand on dit à quelqu'un, je vous aime, ça veut dire qu'on partage les choses les plus fondamentales. Oui. Et dans ce cadre-là, c'est la lutte qui nous unit. Donc, c'est une dame extraordinaire. C'est l'une des chances qu'on a eues depuis 10 ans qu'on fait ce combat, oui, de voir une femme enfin émerger de la nouvelle génération, parce qu'il y a eu des anciennes héroïnes, des anciennes Amazones. Depuis la nuit des temps, elles ont été des reines, d'autres ont été des combattantes, d'autres ont été des cheftaines de guerre. L'histoire de l'Afrique est remplie d'Amazones, de femmes extraordinaires. Donc, je pense qu'elle est, pour l'instant, la figure, n'est-ce pas, qui assure la continuité entre les anciennes générations de militantes panafricanistes et la nouvelle génération. Et moi, je voudrais lui faire un gros bisou en direct et lui dire merci pour ce qu'elle fait dans ce combat-là. Bon, quant à Paul est là, est-ce qu'on va se saluer soi-même? Lui, c'est nous, et nous c'est lui. Il nous prolonge là-bas. Ben, moi, je ne te fais pas d'ombre, hein. Il ne faut pas l'ombre à soi-même. Oh ouais. Donc, il n'y a pas d'ombre. Du tout. Donc, on est très content. Bon séjour pour toi là-bas, Paul est là. Et comme Gossa dit, nous on t'attend ici. On t'attend ici. On t'attend ici, Paul est là. Donc, vraiment un peu de goût, un peu de joie dans tout ça. C'est ça l'Afrique. Le rire, le sourire légendaire de l'Afrique, ça a été une arme contre l'ennemi. Contre l'ennemi, ça a été une arme de résistance. Le sourire africain, le rire africain, ça a été une arme de résistance face à ce long cycle de pression que nous avons subi. Le sourire africain, le rire africain a été une démonstration de supériorité face à l'ennemi, mon cher gosse. C'est-à-dire, même quand on était, entre guillemets, à terre, au niveau des rapports de force physique, on était supérieur. Toujours. Je voudrais démontrer ici que l'opprimé est supérieur à l'oppresseur. Je voulais démontrer de façon magistrale. Donc l'Afrique a gardé ce sourire-là historique, le sourire historique de l'Afrique, une arme de lutte. Donc en riant, nous disons des choses sérieuses. Très sérieuses. Pour revenir dans le sujet, mais qu'est-ce qu'il y a comme enjeu au Mali? Je commencerai par là avant de donner la quintessence du point de vue panafricaniste du comportement de la France à l'heure actuelle là. Dans le cas là actuellement où les Maliens veulent coopérer avec un pays. Oui. Et les sorciers français se mêlent. Il faut bien qu'on complète ce que ça veut dire.
Et c'est ce que ça nous invite à faire désormais. Donc les enjeux sont clairs. On l'a déjà dit, il y a des enjeux globaux qui, c'est quoi? C'est la recolonisation du continent africain. Depuis 10 ans, on l'a dit. Oui. On veut recoloniser le continent africain. Mais qui veut recoloniser l'Afrique? C'est ça qui est important. Parce qu'on mélange tout. On mélange tout. Vous avez les anciens journalistes mercenaires qui ont régné pendant un bon bout de temps à RFI, Oui. maintenant qui se reconvertissent, n'est-ce pas, en chasseurs de Chinois. C'est-à-dire, ils chassent les Chinois, ils chassent les Russes, n'est-ce pas, pour faire la diversion au profit de la France. Et ils font la diversion. Je ne vais pas faire le nom de le citer, on le connaît, pas les citer, mais quand on parle comme ça, on sait de qui ils sont en train de parler. On peut entrer dans ce jeu de la France, ce nouveau mercenariat qui vise, n'est-ce pas, à chasser du Chinois, à chasser du Russe, n'est-ce pas, pour justifier le maintien de la France et masquer tous les crimes exceptionnels de l'État français, incomparables à un autre État dans le monde pour ce qui concerne les relations avec l'Afrique. Oui. Mon cher gosse, France. Donc, la France est un cas. C'est-à-dire, il y a des États, nous avons affaire à des États. L'Amérique, on a affaire aux États-Unis. Et ça va se régler. On a affaire à certains pays européens, comme l'Angleterre, qui fait le malin là. Mais nous, on connaît tout ça. Mais la France, c'est-à-dire que la France, c'est un problème particulier pour les Africains. Donc, les anciens mercenaires qui veulent se reconvertir pour faire un nouveau type de spectacle, un nouveau genre de safari médiatique qui consiste à faire la diversion, à aller filmer les exactions des Chinois, tous ces consorts, pour vouloir d'abord banaliser le crime, le plus long crime, n'est-ce pas, de l'histoire, en ce qui concerne nos relations avec la France, et justifier dans les crimes de la France parce que les Chinois aussi font pareil. Nous le disons sans aucune complaisance avec la Chine. Et nous avons interpellé la Chine plusieurs fois sur votre plateau. Oui. On va continuer à le faire. D'ailleurs, il faut faire une émission. En tout respect, hein, je propose, je n'impose pas. Je propose une émission spéciale sur la Chine. Oui. Et la manière dont aiment les Africains en Chine. Nous avons dit que nous allons rencontrer l'ambassadeur de Chine, pas pour rire avec lui, Pas pour du tout. pour l'avertir. Mais, de là à mettre sur même pied l'égalité, n'est-ce pas, La Chine avec la France. là, il n'y a que les anciens mercenaires qui sont en voie de disparition à cause du panafricanisme qui peuvent faire ce genre de choses. Donc, qui veut coloniser l'Afrique, mon cher gosse? Ce sont les forces mondialistes, les financiers internationaux. Trois A les appellent les Illuminati. Oui. Donc, cette classe que nous avons décortiquée ici pendant des mois, n'est-ce pas, à travers la figure des 13 familles, c'est-à-dire cette classe-là, n'est-ce pas, des mondialistes, qui fait la guerre aux nations, monsieur Ngoz. Ils ont réussi à mettre sur pied une super structure mondiale qui est capable, qui a pour projet de faire disparaître les nations. Donc, cette super structure mondiale, n'est-ce pas, à travers les multinationales, les banques, pour ne citer que celle-là, et une kyriade d'organisations, Davos, la trilatérale, tous ces trucs secrets qui fonctionnent là-dedans. Ils ont une triade d'organisations, comme ça, n'est-ce pas, le Council for Foreign Relations, la Chatham House, c'est plein, sans compter les ordres ésotériques, le sommet du Vatican, même le sommet de l'islam, le sommet des religions, ils manipulent tout ça. Donc, c'est une super structure, rarement vue dans l'histoire, qui s'est construite au niveau mondial, n'est-ce pas, et qui a pour projet de coloniser les nations. Et pour ce faire, il faut contrôler les ressources des nations. Donc, et à partir du moment où et c'est Lénine qui écrit ça dans son excellent livre Impérialiste, tâche suprême du capitalisme, que les gens devraient lire pour comprendre comment l'évolution de l'économie capitaliste, à partir du moment où les monopoles, les multinationales, ont atteint une taille qui dépasse celle des États. Oui. Vous avez des multinationales qui ont des budgets 2 fois supérieurs, 3 fois supérieurs à celles des États. Alors, 10 fois supérieurs à celui de certains États africains. Donc, à partir de ce moment-là, le directeur général du multinational, en principe, il vaut un président africain 2, 3, 4 fois. Vous voyez, en termes de puissance, en termes de prestige. Donc, ces structures-là, n'est-ce pas, aujourd'hui, sont dans un projet de se muer en un État mondial, par le biais des applications technologiques. Donc, il faut bien désigner ça. Voilà les gens. Donc, ces structures se servent de certains États qui sont, à travers le renoncement de leurs élites intellectuelles et la corruption de leur classe politique, n'est-ce pas, l'abaissement des consciences politiques dans ces pays-là, vous avez des États dans le monde qui sont plus serviles, aliénés à travers cette super structure. Oui. Et parmi ces États, vous avez cette malédiction qu'on appelle la France. Donc, ils se servent de la France comme cheval de Troie. Voilà. Mais une bonne partie de l'État américain est dans l'Angleterre d'abord. C'est même la mère de ce mouvement-là. Elle est dans quelques pays européens. Et surtout, le machin là qu'on appelle l'Union européenne. Donc, il faut bien qu'on identifie l'adversaire.
Donc derrière la France, vous avez ce conglomérat que je viens de citer à un certain niveau. Vous comprenez? Mais l'État français, sa structure et ses élites actuelles, ce sont les principaux ennemis de l'Afrique. Il n'y a même pas de débat à faire à ce niveau. Et nous devons les traiter comme tels. Donc c'est d'abord ça. Donc, il faut donc contrôler les ressources. Ça permet de garantir les profits. Ça permet d'avoir une marge de manœuvre extraordinaire dans ce combat. Vous avez, mon cher Gauss, le deuxième enjeu, c'est l'enjeu national. L'enjeu national. Oui. La prolongation de la transition. Il ne faut pas contourner. Il faut déchirer cette affaire-là que la transition doit finir dans 2 ans, voilà. Il faut arrêter ça. C'est l'enjeu de cette affaire. Il faut prolonger la transition. Il n'y a pas de débat. Il faut prolonger la transition. C'est l'enjeu qu'il y a derrière. La France et d'autres pays mondialistes veulent que la transition s'arrête vite. Exactement. Pour aller faire la sorcellerie électorale. Exactement. Ces bêtises-là qui nous perdent du temps, des bêtises pour aller faire une élection qui n'ont même pas de sens. Et ils vont passer par derrière, placer leur pion au Mali, à la tête du pays, et qui va ruiner tous les efforts qui sont faits actuellement. Donc il faut prolonger la transition. Les Maliens sont en guerre. C'est la guerre. Il faut libérer Kidal. Il faut chasser les Français au Mali. N'est-ce pas? Alors, on vient de distraire les gens qu'il faut faire les élections pour que la bureaucratie politique malienne aliénée à Paris vienne trouver le jeu. Ah, c'est l'autre enjeu majeur. Et il y a les enjeux sous-régionaux. Pour ne même pas dire régionaux. Il faut encercler le Mali. Il faut encercler le Mali. Parce que si le Mali réussit, et le Mali va réussir, Amina, vous allez réussir, ça va contaminer. Ça va contaminer toute la sous-région. Le Niger et les autres. Alors, il y a beaucoup de pays là dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest qui était une région sous contrôle de la France. C'est-à-dire c'était le marché-pied de la France qui aujourd'hui, n'est-ce pas, guette le Mali. Si le Mali est comme une boussole pour ces pays-là. Donc si le Mali réussit, le Burkina va suivre. Le Niger va suivre. Donc, vous voyez l'enjeu. Beaucoup de pays vont suivre dans la sous-région. Et la France va simplement disparaître dans cette région-là. Donc il faut encercler le Mali. Alors, on a commencé par la Guinée, Conakry. Alors, il faut encercler le Mali pour n'est-ce pas, en finir avec le syndrome centrafricain. Donc, c'est là qu'il s'agit. Ça, c'est un enjeu sur le genou. Derrière, vous avez d'autres enjeux. Quand vous voyez les Français instrumentalisent le Maroc pour amener le Maroc à la CEDEAO, mais demandez-vous, mais qu'est-ce que le Maroc vient faire à la CEDEAO? Mais posez-vous la question. Qu'est-ce que le Maroc vient faire là-dedans? Mais c'est la France. Pourquoi? On a détruit la Tunisie avec justement une fausse transition. Le modèle de la transition qui a détruit la Tunisie et qu'on a appelé démocratique. Moi, aujourd'hui, le président tunisien dit qu'il va changer la constitution. La constitution transitionnelle, là. Oh oui. Qu'on a tant vanté. Et nous, à l'époque, on disait que la Tunisie, c'est fini pour la Tunisie. Vous voyez comment la fausse révolution en Tunisie a détruit ce pays. On a dit non, Ben Ali, c'était le démon. C'était le diable. Il a trop volé. Mais il est parti depuis, ce monsieur. Il est même mort au Parlement. Il est décédé. Il est décédé. Mais regardez la Tunisie. À cause d'une fausse transition. Les transitions néocoloniales que les Occidentaux imposent en Afrique, qui vident le contenu, qui vident le pays de tout contenu pour laisser le papier qu'on appelle les documents, les papiers, n'est-ce pas, une infrastructure de la transition qui vous a vendu à l'étranger, mon cher Goff. La Tunisie est tombée, on a fait tomber Kadhafi. Pourquoi? Parce qu'il faut imposer dans la sous-région le leadership du roi du Maroc, qui est un royaume qui est né dans la trahison de l'Afrique. Mon cher Goff. Heureusement qu'il y a l'Algérie. Heureusement qu'il y a l'Algérie. Vous allez voir la contradiction qu'il y a entre l'Algérie et le Maroc. Ce n'est pas. Allez voir le contenu. C'est un contenu politique et géopolitique qui est important pour l'Afrique. Quand nous, les panafricanistes, on regarde de très près l'Algérie. On suivait la situation en Algérie, mon cher Goff. Donc, ouais, voilà les enjeux. Donc, voilà les enjeux qui sont au cœur de cette affaire. Et le Sahel est vital pour le monde entier. Parce qu'il y a des richesses extraordinaires au Sahel. Alors, c'est-à-dire, extraordinaire. Donc, c'est vital pour ces gens-là. Donc, M. Ngo, c'est une affaire de vie ou de mort. Donc, la France est coincée et elle raconte des histoires sur Wagner. Oui. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. On parle d'exactions que la société Wagner a commises justement un peu partout sur le continent africain, précisément en République centrafricaine. Bon, est-ce que, parce que la France dit que quelqu'un fait des actions, ça devient vrai? Oh non, nous le savons tous. La parole de la France vaut quoi encore pour les Africains? Ça vaut quoi? Qu'un dirigeant français parle à l'Afrique qui prend ça au sérieux, en dehors de leurs agents qui sont partout là, qui prend ça au sérieux? Le dirigeant, quand il parle, qui l'Africain prend ça, qui prend au sérieux ce voyou-là? Qui le prend au sérieux? Qui prend au sérieux la parole du voyou qui est à la tête de l'Élysée? Qui prend ça au sérieux? Quel Africain considère ces gens-là encore? Il dit qu'en dehors des pions qui sont là,
C'est encore, dans peu de temps, c'est une question de temps, vous allez voir. On va dire aux Français qu'ils ont un jour, à l'État français, qu'ils ont un jour dominé l'Afrique, mais ça sera du rêve. Qui considère encore ces gens-là? Quand Paris parle des actions, nous on rit. Quand Paris accuse un pays des actions en Afrique, nous on applaudit le pays-là. Donc ça veut dire que le pays-là est bon pour nous. Dès que la France accuse un pays, nous on ne réfléchit plus. On n'analyse même pas. Nous on embrasse sans réfléchir. Parce que la France, personne ne peut faire mal au continent africain comme la France. Personne. Donc des histoires sur Wagner veut seulement dire une seule chose, mon cher gosse. C'est la peur. Vous savez, dans nos quartiers, quand vous avez quelqu'un qui est fort au quartier, qui est fort, qui tape tout le monde, parlons comme ça, qui est fort, ceux qui subissent la force là, de ce monsieur, qu'est-ce qu'ils font? Ils le dénigrent toujours. Même s'il n'a rien, on va lui inventer les plus grands défauts. Parce que c'est le seul moyen d'essayer d'atténuer sa force. Parce que quand le gars t'attrape, il t'écrase. Donc toi, il faut seulement justifier, tu vas dire, on va me dire qu'il a la sorcellerie, que sa force vient parce qu'il est sorcier. Parce qu'il faut le dénigrer, vous comprenez? Mais c'est le syndrome là qui est en train de travailler la France. Dès que, je vous avais dit ici que dès que la France voit un russe, un militaire russe, le militaire français pisse dans sa tenue, comme on dit au quartier. Dès qu'un militaire français voit un militaire russe, le militaire français pisse dans sa tenue, il pisse. Ah, c'est fini. Donc Wagner, c'est le symbole de la défaite de la France au Mali. Ils vont fuir, comme on dit au quartier. Ils ne peuvent pas faire la guerre. C'est pour ça qu'ils dénigrent Wagner. Ils parlent en l'air. Ils pensent qu'ils parlent à les Africains de 1850. Mais alors qu'on est au XXIe siècle, les Africains ont déjà vu la nudité de la France. On a vu que l'État français est laid. Il n'est pas beau à voir, il est laid. La nudité de la France est laide. Donc ça ne sert à rien de parler aux Africains des choses que l'Africain n'écoute, mon cher gosse. Deuxième élément important dans cette affaire. La France veut masquer, oh mon Dieu, une des incompétences les plus extraordinaires de l'histoire. Elle veut masquer ça en dénigrant Wagner. La question est de savoir, qu'est-ce que la France a fait de ses 10 ans de présence dans le Sahel? Il n'y avait pas les Russes. Elle avait un boulevard, comme on dit au quartier, dehors, chez nous, c'est-à-dire pour rien. Donc elle avait l'occasion de prouver que l'État français est capable de faire quelque chose de bon. Elle avait l'occasion, quand M. Hollande arrive à travers l'opération Serval, vous comprenez, quand ils ont organisé le coup d'État, pour justifier leur présence, à travers le voyou sans logo là. C'est-à-dire, quand ils ont fait ça, n'est pas les Maliens accueilli les Français en grande pompe, oui. En grande pompe. Oui. Bon, à ce moment-là, ils étaient partis français. Pas du tout. C'était très bien les relations entre la France et le Mali. Et le Mali. Et les Africains. On aimait la France et la France nous aimait. Alors, pendant 10 ans, qu'est-ce que la France a fait de cette faveur? Voilà un État vaurien, dirigé par des incompétents et des criminels, qui est capable de transformer un boulevard en or qu'on leur a donné pendant 10 ans pour que les Maliens n'aiment plus un autre partenaire. Pays, oui. Et qu'à travers les performances de la France sur le terrain, les Maliens ne pensent qu'à devenir français. Des incompétents. Aujourd'hui, ils masquent leur incompétence en accusant Wagner des choses aériennes de la tête de M. Le Drian. C'est la honte. On parle d'incompétence dans l'Afrique. La France est dirigée par des incompétents, des bandits et des brigands. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de la mafia. Parce que, voilà les Russes. Hein. Si les Russes font seulement 2 mois au Mali, vous allez voir. 2 mois. Ils vont chasser tous les terroristes. D'abord, ils vont même fuir. Les terroristes, dès qu'ils vont voir les Russes débarquer, ils vont fuir, ils vont disparaître. Parce qu'ils savent qu'on vient les tuer, mon cher gosse. Donc la France veut masquer son incompétence, son échec total, ça dit que son inconsistance à tout point de vue dans ce rapport avec l'Afrique, derrière les insultes données à Wagner et consorts. C'est une honte, mon cher gosse. Honte à M. Le Drian, honte à M. Macron, deux vauriens qui ne savent que... Doucement, vous m'arrêter sur le plateau. Ouais, il n'y a pas doucement, monsieur Ngo. Je suis même très gentil ce matin. Non, oui, mais pas sur ce plateau. Je suis en train de vous dire ceci. C'est-à-dire qu'il masque ça, oui, en faisant des diversions. C'est Wagner. Moi, j'adore Wagner. Oui. Qu'est-ce que Poutine a fait en créant Wagner? Amina l'a dit. Wagner, c'est quoi? C'est la réplique des sociétés privées militaires que les Occidentaux américano-français ont créées, et les Anglais. Poutine a dit OK. Moi, j'étais naïf avant. Je croyais au droit international. Tout ça. Bon, je vais faire comme vous. Et comme il fait, il est plus fort qu'eux. Il pleure. Il pleure. Il faut que Assimi Goïta, Amina, accélère rapidement la venue de Wagner. C'est-à-dire, il faut que Wagner vienne très vite au Mali.
Il n'y a même pas à réfléchir. Troisième argument, je vais chuter par là. Pourquoi la France bavarde? Je vous dis ce qu'il y a derrière les fausses menaces de la France. Il s'agit d'intimider Assimi Goïta. Dans quel sens? Parce que quand la France dit qu'elle va se retirer, c'est pour aller faire les complots la nuit pour l'assassiner. Ils ne savent que faire ça. La France ne sait que faire ça. Assassiner les dirigeants qui le tiennent tête. Donc, derrière la menace, ça veut dire seulement ça. Que bon, si tu franchis le pas, nous on va partir. Mais toi là, on va finir avec toi tôt ou tard. On va finir avec la Amina. Tous ceux qui complotent d'après la France, n'est-ce pas, contre leurs intérêts. Leurs intérêts, oui. Il n'y a pas de débat. Quand Wagner vient, je veux le dire, quand Wagner vient, il protège même, les Amina. Il protège les Amina et les dirigeants. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la Russie de protéger les dirigeants maliens. Les Maliens vont se protéger eux-mêmes. Ils vont protéger leurs dirigeants. Je termine par la guerre totale. Et là, ne m'arrêtez pas. J'ai lancé le concept de guerre totale sur des plateaux. Les gens pensent que c'est la blague, mon cher gosse. Ça fait 10 ans qu'on sensibilise. Maintenant, il faut passer à ce qu'on appelle le niveau supérieur. C'est-à-dire la conséquence de la sensibilisation, c'est quoi? Les officiels français, je fais bien la part des choses, entre les citoyens français. Les citoyens français qui sont ici, là, on n'a aucun problème avec eux. Pas du tout, de manière fondamentale. Nous les enseignons ce qu'on appelle la convivialité. C'est-à-dire, même quand leurs dirigeants tapent sur nous matin, midi, soir, tuent les Africains, les Français sont ici en sécurité. Je dis les Français. Et ils sont avec nos femmes, ils les embrassent dans les rues, ils font les choses en plein jour. Parce que nous, les Africains, on a en train de montrer une grandeur. Mais l'heure est venue, mon cher gosse, où il faut que, en Afrique, aucun officiel français soit encore en sécurité, y compris les ambassadeurs français. C'est-à-dire que... C'est pas très dur ça. Mais on blague, c'est dur en quoi? On est en train de lutter là. Je suis en train de dire ceci. C'est-à-dire qu'aucun officiel français ne doit plus être en sécurité en Afrique. Quand on tue les Maliens, mon cher gosse, quand les Africains meurent, on tue nos présidents, on détruit nos pays, vous me demandez si c'est trop dur? C'est très dur. Quand les Libanais avaient compris ça, à l'époque au Liban, dans les années 80, quand les Libanais ont compris que bon, ça va faire si on bavarde trop, là, ça en donne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les commandos armés. Ils se sont mis à attaquer les ambassades occidentales. Et ils sont partis. Mais monsieur, on appelait ça les phalanges au Liban. Des groupes armés. Ça veut dire qu'au lieu de passer le temps à critiquer les dirigeants, nous invitons les populations africaines déjà. Ceux qui ne sont pas capables, qu'ils aillent se former dans l'action militaire, paramilitaire. On a besoin d'un État pour ça. Il faut se former et faire des groupes paramilitaires. C'est-à-dire que maintenant, là, aucun officiel français, je n'ai pas dit un français, un civil. Il ne faut pas leur donner les prétextes. Vous toucher un civil, c'est ce qu'ils attendent. On va cibler, il faut cibler les officiels français, y compris les ambassadeurs. Il faut qu'on coupe les têtes. Il faut que les ambassades explosent. Il faut que partout où il y a des officiels français qui se sentent à l'insécurité en Afrique, je vous dis une gosse, vous allez voir, ils vont partir du continent. On a assez parlé. C'est vers là où il faut arriver. Et moi, j'assume ça. J'assume. C'est pas toi qui parle, c'est moi qui parle. J'assume ça en direct. Je dis que les Africains, la jeunesse africaine, au lieu de fanfaronner sur Internet, de regarder Ronaldo, les Messi et tous ces voyous-là qui poussent les stades, je n'ai rien contre eux, en passant, il est temps que les jeunesses africaines commencent à se constituer en groupe paramilitaire pour faire comme d'autres ont fait. Les Libanais l'ont fait. D'autres pays l'ont fait. C'est comme ça qu'on se libère. Qu'on est en face d'un État criminel comme la France qui joue avec notre destinée. C'est dans ça qu'il faut orienter l'affaire désormais. Donc, nous passons à un autre niveau dans le combat maintenant. Nous invitons les Africains à le faire, à s'organiser pour faire ça. Tant que les officiels français seront en sécurité en Afrique, M. Ngos, on perdra du temps. On passera le temps à se chamailler entre nous, n'est-ce pas, les faux démocrates et nous les panafricanistes. Et Paris va dire, mais le jour où un officiel français va se retrouver pris dans le taux d'une attaque militaire du peuple, pas de l'armée, du peuple, les Français vont partir. Merci à vous, président Balakani. Vous êtes plein de colère d'ailleurs ce matin. Et pendant ce temps, du côté du Mali, précisément à Bamako, et là où se trouve Polela Yamina Fofana, finalement, l'électricité est revenue. Eh ben, apparemment, il vous aime bien, hein, de ce côté-là. Charlie Kane, je vais me tourner vers vous. Finalement, la France a déclaré il y a quelques mois qu'elle quittait le Mali.
Et plus tard, elle a trouvé un subterfuge en déclarant qu'elle reviendra dans une force appelée Takuba en évitant justement les Américains. Aujourd'hui, elle revient quand Assimi Goïta et son gouvernement, d'ailleurs vous savez que Amina Fofana fait partie du Conseil national de transition, où le Mali veut justement un contrat de partenariat militaire avec la Russie. Mais on sait également que Assimi Goïta a été formé en Russie. Tout à fait. Bien, ce qu'il faut comprendre déjà, je vais faire une petite digression. Je vais commencer par quelque chose qui a été dit par le président Banakani, qui est très important. Il faut que les Africains comprennent. C'est-à-dire qu'il a parlé de la transition tunisienne. Vous savez, on nous a vanté un certain printemps arabe. Un printemps arabe en 2011, oui. Aujourd'hui, il y a Ben Ali qui est mort. Mais je vais vous dire en réalité ce qui s'est passé du côté de la Tunisie. Vous avez un journaliste français à la personne d'Olivier Pio, ancien journaliste du Monde diplomatique, qui a couvert cette révolution-là. Ils ont appelé ça la révolution du jasmin. Et Olivier Pio, quand il était là-bas, quand il rentre en France, dans l'une de ses pages YouTube, je cite le nom pour que les gens aillent vérifier, il fait une sortie selon laquelle il dit pendant qu'il couvrait cette révolution-là, il y avait des mercenaires qui étaient dissimulés dans la foule, probablement sud-africains. Et les Africains ne savent pas, mais sur le continent africain, vous avez un pays qui s'appelle l'Afrique du Sud, qui regroupe en son sein le plus grand nombre de sociétés de mercenaires et qui a participé à de nombreux coups d'État parce qu'ils ont sous-traité de nombreux coups d'État orchestrés par la France et par le renseignement africain. Ce n'est pas un pays africain. Donc, je voulais dire aux Africains pour dire que quand Olivier Pio retourne de la Tunisie, il fait cette sortie sur sa page YouTube où il dit que lorsqu'il couvrait cette révolution-là, il y avait des mercenaires, probablement sud-africains, qui avaient infiltré la foule pour justement donner un coup de pouce à cette révolution-là. Et pour rejoindre les dires d'Olivier Pio, il y a un site en Tunisie qui s'appelle le site Tunisie Secret, c'est l'un des sites les plus informés en Tunisie, qui a fait une sortie comme quoi, rejoignant l'analyse d'Olivier Pio, qui dit qu'en réalité, ce qu'on a appelé la révolution tunisienne était une machination orchestrée par les services secrets américains et français, financée par le Qatar et implémentée par l'Afrique du Sud, par les mercenaires sud-africains. Et il précise avec la complicité interne du général Félon, Rachid Amar, qui aida plus tard ces personnes-là, ces terroristes-là, à quitter le sol tunisien. Donc voilà en réalité ce que les Africains doivent comprendre sur le printemps arabe. Donc ce n'était pas quelque chose où les peuples se sont levés. C'est quelque chose qui avait été planifié, qui avait été orchestré. Quand je le dis maintenant, je reviens sur la situation du Mali. Les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas dans le dilatoire. C'est-à-dire que aujourd'hui en Afrique, les peuples africains, la jeunesse africaine à laquelle j'appartiens, nous sommes dans le combat total, comme l'a si bien dit le président Bandakani, parce que ce qu'ils nous ont dit hier, nous sommes allés à l'école et on a appris ça et on sait de quoi il est question aujourd'hui. Donc quand une manigance est derrière nous, on connaît et on se peut que rire. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec le Mali. Vous avez un pays déjà qu'il faut comprendre, parce qu'avec l'arrivée des Russes, on peut nous parler même d'une certaine incompatibilité. J'ai entendu parler des exactions. Je vais vous démontrer tout à l'heure sur ce plateau qu'il n'y a pas plus criminel que les armées des pays entre guillemets dits démocratiques. Je vais vous le démontrer tout à l'heure. Donc il faut comprendre là-bas que en réalité le peuple malien c'est un peuple profondément socialiste. D'abord que l'un de leurs tout premiers présidents, je pense que c'est Paul Ela qui le disait, Modibo Keïta, c'était un socialiste connu. Quand même Moussa Traoré arrive pour l'enlever du pouvoir, si pour ceux qui ont l'histoire du Mali, Moussa Traoré dans son discours, il parle du peuple socialiste malien. C'est-à-dire que c'est un peuple qui fondamentalement a une logique qui rejoint un peu la logique soviétique. Donc, quand je le dis ainsi, je reviens pour parler du colonel Assimi Goïta, parce que vous allez comprendre la continuité. Voilà déjà un président à la personne d'Ibrahim Boubacar Keïta, que moi j'aime pas trop, il faut le dire. Mais je me rappelle, quand j'étais en 2015, j'ai vu les Maliens sortir par milliers, je dis bien par milliers dans les rues, parce qu'ils demandaient le départ de la force française sur le territoire malien. J'ai dit le départ de la force étrangère française sur le territoire malien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la France, voyant ce mouvement monter en puissance, ils ont infiltré la foule à travers leurs agents dormants sur le sol africain. Et généralement, ce sont nos hommes politiques. On va les taxer entre guillemets d'opposition démocratique. Merci. C'est-à-dire qu'ils ont infiltré la foule malienne. Et la foule malienne a travesti le combat du peuple malien. On n'a plus vu le peuple demander le départ des forces étrangères sur le sol malien. On a vu plutôt des pancartes comme quoi on exigeait le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et curieusement,
Ça n'est suivi avec ce qu'ils ont appelé le M5, le mouvement du 5 juin, dont l'un des leaders à la personne de l'imam Mahmoud Dicko. Parce que si vous observez bien ce qui s'est passé au Mali, à partir d'un certain moment, l'imam Mahmoud Dicko a décidé un peu de se retirer du M5 parce qu'il a compris en réalité que la foule avait été infiltrée par les agents dormants français, ce qu'on a l'habitude d'appeler les partis d'opposition. Donc voilà comment donc des gens ont manigancé dans l'ombre pour justement arriver à ce que un de leurs pions puisse arriver au pouvoir. Mais malheureusement pour eux, c'est que le renseignement russe est beaucoup plus meilleur et beaucoup plus supérieur au renseignement français. Et ils ont eu l'intervention, alors ils ont eu le vent de ce qui se passait. Et voilà, monsieur le colonel Assimi Goïta qui arrive au pouvoir, parce qu'il faut le dire, on a pour habitude de parler de coup d'État. Je pense que quand l'un des nôtres arrive au pouvoir, n'est pas question de coup d'État. Ce n'est pas un coup de force, ce n'est pas un coup d'État. C'est un rappel à l'ordre, parce qu'ils sont fiers de dire que nos présidents sont des dictateurs, sont ceci quand ils ne les arrangent pas. Donc s'il y a un fils d'Afrique qui nous arrange quelque part, laissons le mot coup d'État, c'est péjoratif. C'est un rappel à l'ordre. Donc après, nous on n'a jamais dit que c'était un coup d'État. Ici, le mot qui avait été utilisé, c'était pas coup d'État. Donc c'est un rappel, mais je ne parle pas de vous, je parlais des officines étrangères qui ont eu, il y a eu France 24 nous a parlé de ce coup d'État, mais en réalité c'était un rappel à l'ordre. Quand il y a eu ce rappel à l'ordre du colonel Assimi Goïta qui arrive de ce côté-là, la première des choses, il faut bien le remarquer, c'est que quand Macron décide de convoquer les autres pairs du G5 Sahel pour venir parler de la problématique du terrorisme à Paris, Assimi Goïta n'a pas bougé. Mais contrairement à ce que la demande qui a été faite par Macron, il a appelé Macron à une révision des accords militaires avec le Mali. J'ai dit une révision des accords militaires avec le Mali. Et quand il a fait, vous avez vu directement ce qui s'est passé. On a essayé d'attenter à sa vie lorsqu'il allait prier à la mosquée, à la grande mosquée de Bamako. Donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, à travers ce que nous sommes en train de vivre, on a vu un pays sortir et nous faire savoir que Wagner était des mercenaires. Mais j'aimerais bien savoir. Ils ont précisé par ailleurs que c'était des accords miniers qui étaient traités entre le Mali et la Russie. Non, peu importe, c'est pas ça, c'est de la distraction. Même si ce sont des accords miniers, c'est la véritable interrogation. Eux, ils sont là pour c'est la distraction. Mais j'aimerais bien dire, j'aimerais poser la question. C'est-à-dire que même à travers ce discours, Emmanuel Macron démontre à suffire que la France n'est rien et que c'est un petit pays. Parce que si un président est fier de vous dire qu'une société de mercenaires, par une société comme Wagner est une société de mercenaires, mais une société qui est venue ramener la paix dans un pays où vous étiez installé depuis plus de 20 ans, je parle de la RCA. Si la Russie a une société de mercenaires qui ramène la paix là où l'armée française a échoué, mais imaginez ce que l'armée russe alors, si c'est l'armée russe qui était déployée dans ces pays là, imaginez alors ce qu'ils allaient faire. Ça montre à suffire que la France même n'a pas d'armée, parce qu'ils ont échoué. Là, vous avez échoué depuis 20 ans. Une société de mercenaires, c'est-à-dire des paramilitaires, même pas des militaires russes. Des paramilitaires viennent rétablir l'ordre et la sécurité. Là, vous avez échoué depuis 20 ans. Mais c'est un aveu d'échec même de son armée. Je pense même qu'il devrait être victime d'un coup d'État de ce côté-là. De ce côté, parce que les militaires devraient se rebeller contre lui. Il vient de démontrer à Mondovision que la France n'a pas d'armée. Ça, c'est un. De deux, il a dit que Wagner avait commis un certain nombre d'exactions à travers le monde. Mais lorsqu'on parle d'exactions, mais monsieur Steve Ngos, parlons un peu des exactions des pays, entre guillemets, dits démocratiques. Je vous prends des cas. Vous avez dit tout à l'heure, je pense dans la matinale, entre 2013 et 2014, la force Sangaris, déployée en République centrafricaine, est accusée de viol sur mineurs, est accusée de viol des femmes centrafricaines. Le rapport d'enquête avait conclu à quoi? À un non-lieu. C'est un non-lieu. Le mercredi 12 juin 2019 à Bamako, l'armée française tue encore, je n'ai pas dit tue, j'ai dit tue encore, donc ça dit que c'est un acte répétitif. Un père de 48 ans et ses deux enfants de 12 et 19 ans, le rapport d'enquête a conclu un acte involontaire. Le 1er août 2010, la force française tire sur un convoi de bus qui allait sûrement à un mariage. Vous savez qu'à Bamako, ils ont, lors des périodes de moi qui ai visité ce pays, jamais les moments de mariage, c'est des convois autres. J'ai dit, la force française tue sur un convoi de bus maliens, et le motif c'est qu'ils étaient en train de se rapprocher d'un détachement de la force Barkhane. Ce n'est pas la seule exaction. On a d'ailleurs eu une exaction l'année dernière, dans un mariage. Ils ont déclaré haut et fort qu'ils ont confondu ce mariage à Mopti avec un groupement terroriste. Voilà pourquoi je vous dis cette. Donc, ils tuent sur ce convoi-là, bilan 1 mort, 3 blessés. Le rapport dit que c'est un acte involontaire. Voilà la force française. Je prends un autre exemple. Il y a de cela quelques années, avant que le maréchal Idriss Déby ne meure,
un soldat de la force Barkhane au Tchad tire un obus sur le domicile du deuxième adjoint au commandant de la garde présidentielle tchadienne. Le bilan, 3 morts et quelques blessés. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de rapport d'enquête. Entre 2003 et 2004, vous avez un magazine qui s'appelle Rolling Stone, reprenant un certain nombre d'images qui avaient été publiées par un média allemand qui s'appelle le Der Spiegel. C'était le 21 mars 2003. Où dedans, on démontre à suffit que pendant la guerre en Afghanistan, l'armée américaine avait constitué des escadrons de la mort qui avaient pour rôle de tuer par hasard des civils afghans, de mutiler les corps et de les présenter en Mondovision. C'est justement dans cette logique-là que Madame Bensouda, que je n'aime pas trop, avait voulu se rendre aux États-Unis pour enquêter sur les crimes de l'armée américaine en Afghanistan. Vous avez vu ce que le gouvernement américain lui a fait. On lui a taxé de persona non grata, on lui a mis dans la liste des personnes recherchées par les Nations Unies, c'est-à-dire que par le gouvernement américain. C'est-à-dire que parce qu'elle venait enquêter sur l'armée américaine, a fait d'elle vraiment... on l'a fiché S. Voilà en réalité les exactions des pays entre guillemets dits démocratiques. Donc on ne va pas venir nous dire qu'une société qui est en train de ramener la paix et la sécurité dans un pays comme la RCA, qui a connu 20 ans de guerre, et pourtant la France y était, vous n'allez pas me dire que ce pays-là est un pays, est une force démocratique, est une force, pardon, a commis des exactions. Maintenant, permettez que je termine. Non, terminez rapidement parce que je vais donner la parole à Amina Fofana qui va partir en session parlementaire. Terminez rapidement, s'il vous plaît. Je dis ceci, on parle des choses sérieuses, M. Gordon. Lorsqu'on parle de la France, il faut que les Africains comprennent. De 1963 à aujourd'hui, 22 présidents ont été assassinés par la France. 22 de nos chefs d'État ont été assassinés par la France. Lorsqu'on parle de la France, il faut qu'on parle des choses vraiment qui mettent au cœur la géopolitique française. À travers le système France-Afrique, vous avez le contrôle de notre système éducatif où nos programmes scolaires sont décidés à Paris. Vous avez le contrôle de nos matières premières. Pour ceux qui ne le savent pas, la seule ressource naturelle présente sur le sol français, c'est l'eau. Et même cette eau, alors je vous parle polluée parce que c'est le pays qui a le plus grand regroupement de centrales nucléaires sur son sol. Forcément, on connaît les inconvénients écologiques. Donc, même l'eau, qui est la seule ressource naturelle, elle est polluée. Voilà pourquoi le Mali est une importance capitale pour eux. On parle d'un pays qui contrôle notre monnaie, c'est-à-dire le CFA. On parle d'un pays qui multiplie les coups d'État chez nous. On parle d'un pays qui nous vole. On parle d'un pays qui pratique le clientélisme, le népotisme, le terrorisme. Mais au même instant, on va nous faire savoir que c'est un pays quand même qui peut nous apporter. Non, je pense aujourd'hui, ce que la société Wagner est en train d'amener du côté de du Mali est une aubaine pour ce pays-là. Parce que dites-vous bien une chose, si Wagner, comme l'a si bien dit le président Banakani, si Wagner met les pieds au Mali, je peux vous rassurer que les terroristes qui y sont ne vont même pas vouloir combattre parce que l'armée russe ne combat pas. Ces gars, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'ils ne vont même pas. Chacun d'eux vont prendre les pieds pour aller maintenant se réfugier dans les pays frontaliers avec l'Algérie. Ils ne vont pas combattre. Pourquoi? Comment vous pouvez expliquer que dans un pays comme le Mali, qui a 4 armées sur son sol, parce que beaucoup ne le savent pas, le Mali a 4 armées sur son sol. Vous avez les FAMA, les forces armées maliennes. Vous avez le G5 Sahel, qui est contrôlé par la France. Vous avez la MINUSMA, où on vous dit que tous les représentants de la MINUSMA, Gao, Tombouctou, KS, ce sont des Français. Les hauts officiers de la MINUSMA, ce sont des Français. Vous avez la force Barkhane, vous avez le G5 Sahel. Comment un pays sur son sol à 4 armées, depuis 10 ans, vous n'arrivez pas à m'amener la paix et la sécurité? Ça n'a pas de sens, c'est d'une incongruité pareille. En réalité, vous comprenez qu'il y a des personnes, et je parle précisément de la France, parce que dans les 4 armées que je vous ai citées, seules les femmes aujourd'hui sont sous l'ordre du colonel Achille Goïta. Prenez le G5 Sahel, c'est la France qui commande le G5 Sahel. Prenez la MINUSMA, je vous ai dit que tous les officiers, les représentants étaient des Français. Prenez la force Barkhane, ce sont des Français. Vous voyez, dans les 4 armées, vous avez 3 qui sont au service d'un pays qui n'arrivent pas à ramener la paix et la sécurité dans un pays où depuis 10 ans ils se sont installés. Et aujourd'hui, on va nous dire que Wagner est un danger. Non, je pense que c'est le moins mal pour notre pays parce que pour ceux qui ne le savent pas, contrairement à l'Afrique, la Russie est un pays potentiellement riche. D'ailleurs, la première réserve de gaz et de pétrole, c'est l'Arctique qui est un territoire russe. Beaucoup de matières premières sont sur ce sol. Aujourd'hui, en les pays africains, la Russie voit des États satellites avec lesquels elle peut justement changer le rapport de force, puisque contrairement à ce dont il a parlé, qui est l'ordre mondial, qui voudrait avoir un monde unipolaire, les Russes et le bloc chinois et les autres voudraient que nous allions vers un monde multipolaire, et ça ne peut qu'être une aubaine pour notre cher pays, pour notre cher continent, Afrique. Merci beaucoup à vous, Charlie Kenyé, pour ces éclaircies. Je rentre justement du côté du Mali. Amina Fofana, dans un instant, vous allez aller en session parlementaire. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes membre du Parlement africain et que vous êtes également membre du Conseil national de transition. De quoi sera-t-il question au cours de cette session du Parlement panafricain? Vous parlerez justement de ce contrat, on va le dire comme ça, de ce partenariat entre l'armée russe et le Mali.
Non, pas du tout. C'est pas quelque chose qui se signe au CNT. Parce que si vous avez bonne mémoire, quand Bandaou et Mokhtarwan, Bandaou était président et Mokhtarwan était premier ministre, donc notre ministre de la Défense, Sadio Kamara, que je salue, plus tous les colonels là, ils se sont associés pour demander une collaboration, un accord de défense avec la Russie. Donc, le jour où la Russie a dit non, moi je veux la signature du président. Donc, c'est le président actuel, Assimi Goïta, qui était vice-président à l'époque, qui voulait signer. Donc, la Russie voulait un engagement total, pas un engagement partiel. C'est suite à des choses comme ça, suite à des actions comme ça, que lorsque le document a été donné en Bandao pour la signature, il l'a pris avec Mokhtarwan, avec Alpha Oumar Konaré, l'ancien président du Mali, avec sa femme Adamba Konaré, avec Soumeilou Boubé Maïga qui est en prison actuellement, l'ex-chef de sécurité d'État, l'ex-premier, c'est un ex-premier ministre aussi, et c'est l'ex-ministre des Finances, et aussi avec Tcheblé Dramé, aussi qui a été l'ex-ministre des Affaires étrangères d'Ibeka, et bien d'autres. Ils ont pris cette lettre que vous devez signer. Au lieu de la signer, ils sont partis montrer ça à Macron. On l'a expliqué plusieurs fois. Donc, ils sont partis montrer ça à Macron. Et Macron, en retour, leur a demandé de venir dissoudre rapidement le gouvernement et d'enlever les colonels et former rapidement un nouveau gouvernement. Donc, c'était ça la trahison. Donc, le but, c'était de tuer les militaires après et puis de les opposer les uns contre les autres. Donc, c'est cette catastrophe que notre président patriote Assimi Goïta a évité. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, son premier geste a été d'envoyer le ministre de la Défense avec la lettre signée. C'est-à-dire, ce dont on parle aujourd'hui, c'est déjà fait. Les experts russes étaient ici pendant des mois pour faire les expertises sur le terrain. Et ça aussi, c'est fini. Ce qu'on attend aujourd'hui seulement, c'est la venue des Russes. C'est les choses qui se règlent. Ce n'est pas au niveau du CNT, c'est entre le ministère de la Défense et le président de la République. Donc, c'est pour le bonheur du peuple malien. Donc, cet accord est déjà signé il y a longtemps. Moi, je le disais toujours. Il y a longtemps que c'est signé. Donc, le CNT va prendre d'autres lois, mais c'est sûrement pas ça, parce que ça, c'est déjà réglé il y a longtemps. Le Mali et l'Afrique attendent la venue des Russes, des Russes, notamment la société Wagner, et que nous applaudissons et que nous allons accueillir ici chaleureusement contre la présence militaire française qui est déplorable, qui n'a fait que des morts, qui n'a aucun sens, qui, au lieu de s'auto-accuser, comme elle n'a pas encore atteint ce niveau-là de maturité, s'acharne sur une société qui aide les pays que ces gens-là ont mis dans des problèmes, dans les guerres, dans les tueries, pour pouvoir profiter de leurs ressources. En tout cas, nous saluons Poutine, nous saluons Wagner, et les Maliens les attendent avec impatience. S'ils sont des mercenaires, c'est à la France de dire ça à son peuple. Nous, on sait que c'est une société privée russe qui sort, qui est l'antidote non seulement de la France, l'antidote également de l'Occident. Donc, comme je vous l'ai dit, nous ne les écoutons pas, ils n'ont qu'à s'adresser à leur peuple. Nous, on s'écoute entre nous parce que c'est là où réside la vérité. Et d'ailleurs, je voulais ajouter quelque chose. Le 22 septembre, c'est la fête de l'indépendance du Mali. Nous aurons l'occasion de fêter ça en présence de M. Paul Ella. Donc, vraiment, on demande le soutien à tous, à tous les... Oui, et voilà, de d'autres pays, plusieurs autres panafricains, de plusieurs pays qui vont venir renforcer cette symbiose entre les peuples africains qui viendront symboliser ça. Et à la suite de ça, nous allons voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble. Et c'est ça qui est à l'ordre du jour. Donc le 22 septembre, tous les Maliens sont invités au boulevard de l'Indépendance. Et nous vous invitons aussi à être avec nous comme d'habitude. Et aussi
avec tous les Panamiens qui se déplaceront pour venir nous soutenir dans ces épreuves historiques. Amina Fofana, je rappelle d'ailleurs que nous serons ensemble dimanche dans le cadre de Feu Vert et nous ne manquerons pas d'être en direct avec vous le 22 septembre prochain. Et ne vous inquiétez pas, nous serons en direct sur la place de l'Indépendance avec vous. Ne vous inquiétez surtout pas, c'est ça aussi d'IBS, nous apportons le meilleur des informations sur un plateau d'argent. Nous serons de tout cœur avec vous, ne vous inquiétez surtout pas. En tout cas, nous allons vous souhaiter bonne session. Bonne session du côté du Parlement africain. On va vous perdre le temps longtemps. Allez-y, mais Paul va rester avec nous. Vous, on va vous souhaiter bonne journée. Et surtout, bonne session. Hein, Amina Fofana, on se retrouve dimanche dans le cadre de Feu Vert. Albert Anatola ici, tout a été ratifié, tout a été signé entre la société Wagner, la Russie et sans oublier bien sûr, on va le dire, l'État malien. Assimi Goïta a déjà signé le fichier. La seule chose que les Maliens attendent aujourd'hui, c'est la présence des soldats russes sur son sol pour mettre hors d'état de nuire, on va le dire comme ça, les terroristes, les djihadistes, que la France n'a pas pu chasser, parce qu'en tout cas, ces terroristes parlent pour la France, travaillent également pour la France. Écoutez, faisons d'abord un état de lieu. Hein. Faisons d'abord un état de lieu. Ça a été vraiment présenté tout à l'heure par Charlie Kenyon. C'est-à-dire, vous avez un pays qui est occupé depuis 2013, si mes souvenirs sont exacts. Donc vous avez au moins 30 000 hommes de l'armée étrangère, c'est-à-dire MINUSMA, Takuba, Barkhane. Oui. Donc vous avez au moins 30 000 hommes. Et qui occupent cet espace. Et depuis 2013, la paix n'est pas revenue. L'insécurité est toujours bas son plan. Vous avez les richesses qui sont au contraire pillées. Il y a un officier, n'est-ce pas, du commandement de la force Barkhane, qui en son temps a été honnête, je pense. Il avait déclaré que la solution à l'insécurité malienne n'est pas militaire, qu'elle est politique et économique. Que la France fasse 100 ans au Mali, le problème ne sera pas résolu. Quand il le dit, ça veut dire qui sait de quoi il parle. Vous avez donc environ, faisons un peu de fiction, c'est-à-dire vous ajoutez la MINUSMA, Takuba, Barkhane, les forces du G5 Sahel et plus les FAMA, ça peut tourner autour de peut-être au maximum 70 000 hommes pour un territoire de plus de 5 000 km². Ce qui est peu. Puisque en Afghanistan, les Américains et les effectifs américains étaient de 100 000 hommes pour un territoire moins vaste. Ils n'ont pas pu vaincre les talibans. Est-ce qu'il est possible qu'au Mali ce soit le cas? Je ne pense pas du tout. Et puis, il faut aussi se le dire, l'objectif de ces forces d'occupation au Mali, ce n'est pas de tuer ou de manger des terroristes. Les terroristes sont là pour le business. Je ne vois pas la France en train de dépenser plus d'1 milliard d'euros par an pour les beaux yeux des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens. Du tout, ils sont là, ils sont en train de compenser cela. C'est ça le problème de la France actuellement. Ils n'ont pas plus d'1 milliard d'euros là. Et justement, c'est cet argent-là qui. C'est l'argent des Africains. Voilà, vous avez donc maintenant un territoire, une partie d'un territoire souverain, d'un pays souverain, notamment Gao, Kidal, Tombouctou, qui n'est pas accessible justement aux autorités de Bamako, ni à l'armée malienne, mais qui est accessible, n'est-ce pas, aux militaires de la force Barkhane et les autres. Pourquoi? C'est quand même une incongruité. C'est-à-dire que, par exemple, nous sommes au Cameroun, Oui. et vous avez une force étrangère qui intervient du côté du nord-ouest ou du sud-ouest, et vous avez, n'est-ce pas, nos forces de défense et de sécurité qui ne peuvent pas avoir accès à cette partie du territoire national. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est ce qui a été pensé. C'est qu'il y a un très gros problème. Deuxième chose, et là je prends les éléments de langage de monsieur Le Drian, qui estime que qui qualifie, n'est-ce pas, les paramilitaires de Wagner comme étant des mercenaires. Alors, comment peut-on appeler les éléments de Galaxy Security qui ont formé le service sécurité de la protection rapprochée, n'est-ce pas, IDBK? Comment peut-on les appeler? Ce sont les enfants de cœur. Non, je veux dire, parce que puisque Galaxy Security, c'est également une société privée de sécurité. Au même titre que Wagner. Et sont eux qui ont fait la formation, n'est-ce pas, des éléments de la garde rapprochée d'IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes là en 2014. Donc, quand vous avez dit ça,
ça veut dire que nous avons donc des contradictions qu'il faut rapidement évacuer. La troisième chose qu'il faut indiquer, qu'il faut mettre sur la table, c'est que il faut se le dire clairement. Oui. La France ne peut pas apporter une solution militaire au Mali. Elle ne peut apporter aucune solution au Mali, ni avec ses partenaires, ni avec elle-même. Ni par rapport à elle-même, ne peut pas. Donc la solution, je pense que, et vous avez également, et vous ne pouvez pas parler de régler une question sécuritaire, non, politico-sécuritaire sans impliquer l'Algérie. Parce qu'il faut quand même se dire que la plupart des terroristes qui commettent des exactions sur le territoire malien traversent la frontière. C'est-à-dire ce sont les binationaux. C'est-à-dire, ils sont du côté sur le territoire algérien, et quand ils sont pourchassés du côté du territoire malien, ils traversent. Et c'est vice-versa. Donc ils font la navette. Donc vous ne pouvez pas régler cette question sans impliquer l'Algérie. Maintenant, vous avez donc un autre problème qui se pose. Là, il est politique, géopolitique. La mise en œuvre des accords d'Alger, qui consacre la balkanisation pratiquement du territoire malien, c'est-à-dire la division. C'est-à-dire vous avez d'un côté le territoire d'Azawad, qui est soutenu par Paris, parce que il faut quand même se dire que pendant ce temps, Paris, n'est-ce pas, reproche aux autorités de transition de causer, de discuter avec les terroristes, pendant que lui, il cause avec, n'est-ce pas, le MLA, de l'autre côté. C'est un agent de Paris, le même. Ça pose quand même un problème. Ça pose quand même un problème. Donc, ça pose un très gros problème. Donc, je crois que là, nous sommes dans une sorte de... C'est pas nouveau. C'est pas nouveau parce que Paris a l'habitude du double jeu, de l'hypocrisie. C'est-à-dire, d'un côté, il fait les informations aux terroristes, de l'autre côté, il dit soutenir, n'est-ce pas, l'armée malienne, et soutiennent la balkanisation, n'est-ce pas, du territoire malien, avec la création, n'est-ce pas, d'un État fédéral qui s'appelait l'État l'Azawad. Et je vais vous dire pourquoi après. J'y arrive, permettez pour que je ne perde pas le fil. Donc voilà donc déjà, quand j'ai placé ces décors-là, j'ai pénalisé cette situation, alors ça pose donc un problème. Macron, sachez-le, fait sa campagne au Mali, il fait sa campagne au Sahel. Il prépare sa campagne au Sahel. Souvenez-vous également que, parce qu'ils ont l'habitude de dire que les peuples n'ont pas de mémoire historique, il faut le leur décontester dès maintenant. Paris est engagé dans une sorte d'opération d'envergure internationale, avec le recrutement actuellement de plus de 10 000 hommes, qui vont aller combattre où? Et cette opération d'envergure internationale aura pour terrain où? Le Golfe de Guinée. Le Golfe de Guinée, oui. et le Sahel. Contre un État européen. Là, je suppose donc que c'est la Russie. Oui. La Russie. Parce qu'ils ont déjà fait des études, ils ont déjà fait des analyses, ils savent que ça va être très dur. Donc, ils vont entrer en guerre contre les Africains sur le continent africain. Il faut donc s'y préparer. Et là, je rejoins justement l'argumentaire de tout à l'heure, depuis Banakani, qui me rejoint de plus en plus lorsque je demande d'établir, n'est-ce pas, l'équipe de la terreur. Parce que si vous n'établissez pas cette équipe de la terreur, ils vont continuer. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsque Paris utilise les arguments spécieux, justement, pour discréditer les paramilitaires russes, ça pose un problème. Ça devrait amener tout un Africain de bon ton, qui a encore du bon sens, à bien réfléchir. C'est-à-dire que lorsque nous faisons le bilan de 8 ans de la présidence française au Mali, il est absolument négatif. Seulement 8 ans. À un moment donné, je suis quand même un peu dépassé par les... Ils sont arrivés en 2013. Depuis les années 60. Ils sont arrivés en 2013. L'opération Serval, l'opération Barkhane et tout ça. Moi, je mets le curseur en 2013. Je mets le curseur en 2013. Maintenant, je prends maintenant les éléments de langage de M. Macron lui-même. 2 éléments de langage. Eh bien, nous partons, il convoque les chefs d'État du G5 Sahel à Pau. Que ces deux-là, ces chefs d'État doivent s'expliquer sur le pourquoi du sentiment anti-français au Sahel. Et il faut qu'ils clarifient leur position si la France part ou elle reste. J'ai jamais vu. Nous sommes à Pau.
Je crois, le sommet de Pau, c'est en 2019, si j'ai bonne mémoire, ou en 2020. Et les démocrates africains ont marché pour qu'on... Voilà. Eh bien... Les démocrates africains. Eh bien, finalement, il y en a qui ont... Comme d'habitude, ils sont restés muets, donc ils ont été indécis, par peur, n'est-ce pas, des représailles. Il y a un seul qui a été très turbulent, nous savons où il se trouve actuellement. Début. Alors, maintenant, la personne qui a signé des accords avec Macron, avec Paris, si vous voulez, il n'est plus à faire à Bamako. Je parle d'IBK, qui a appelé Paris à la rescousse. Ce qui, de mon point de vue, avec l'arrivée des autorités de transition, des nouvelles autorités de transition, devait, de mon point de vue, justement, dénoncer ces accords. Je crois que ça a été fait par Assimi Goïta. Mais pourquoi est-ce que maintenant, tu as donc constaté que les Maliens ont décidé demander le départ, puisqu'ils ont même, je crois, organisé des marches, des manifestations pour demander le départ des forces d'occupation. Mais jusque-là, on trouve d'autres arguments du côté de Paris pour continuer à rester sur place. Lorsque le peuple, qui est souverain, demande à ses dirigeants de vous demander, de vous plier vos bagages et que cela ait répercuté, de mon point de vue, cela ne devrait plus faire l'homme de conduite. C'est-à-dire, vous devez respecter la volonté du peuple souverain. Alors, comme ils ont l'habitude de l'entourlepette, Macron dit, ok, bon, on ne sont pas venus pour rester. Barkhane va partir, mais une partie va se redéployer, certainement, dans la force Takuba. Dans le cadre de la force Takuba. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas se redéployer à l'intérieur du territoire malien, non. Ils vont se mettre à la périphérie. Oui, dans d'autres pays, le Niger, la Mauritanie. Non, le Niger, c'est à dire, justement, parce que c'est là qu'ils vont se mettre à la périphérie. Pour faire quoi? La guerre. Pour faire la guerre. Donc, je crois que ce qui est important aujourd'hui, et qu'il faut que les Maliens comprennent, et même les Africains du Golfe de Guinée comprennent, c'est que Paris est en train de préparer quelque chose de louche avec les Américains, se dit en passant. Parce que les Américains jouent un rôle majeur dans cette affaire. Non, c'est eux le vrai parrain. Ils jouent un rôle majeur dans cette affaire. Sans les Américains, les Français peuvent Donc, je pense qu'aujourd'hui, pour terminer mon propos, parce que tout a été dit, il ne faut pas revenir sur ce qui a été dit, nous faisons donc, le fait est là. Le fait est là. Qu'est-ce qu'on fait? Du moment où les engagements pris n'ont pas été tenus, vous avez pris l'engagement de mobiliser des ressources humaines qu'on n'a pas vu. Vous avez pris les engagements de mobiliser des ressources financières qui ne sont pas visibles nulle part. Sur le plan logistique, rien n'est visible sur le terrain. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais vous pliez bagages, tout simplement. Vous pliez bagages et vous partez, messieurs. J'accorderai à chacun d'entre vous 3 minutes. 3 minutes top chrono. Pas plus, pas moins. Parce que je vais lire les messages de nos téléspectateurs. Je vais d'abord du côté... Non, c'est pas ça. Mais bon, vous savez que le temps passe. Et ces jours-ci, je n'ai pas lu les messages des téléspectateurs. Et dans la rue, tu veux ressembler à M. Macron? Les gens m'appellent pour me dire on ne lisait pas nos messages. C'est quand même grave. Vous voulez pas. Si Macron ne me tue pas, vous savez, c'est la population qui va me tuer. Je vais du côté du Mali, d'ailleurs, ce matin. Paul est là. Est-ce que les Maliens, d'ailleurs, dans le protocole de Toronto, il y a un article qui déclare haut et fort que les peuples n'ont pas de mémoire historique. Est-ce que les Maliens ont oublié l'épisode du 18 mai 2017 quand Emmanuel Macron est arrivé au Mali? Il est passé directement à Gao sans prévenir l'État malien, prévenir le président de l'époque. C'était justement Ibrahim Boubacar Keïta. Je rappelle d'ailleurs que Emmanuel Macron était accompagné de Jean-Yves Le Drian. Et sans oublier, non, à l'époque, c'était Sylvie Goulard, qui était justement la ministre des Armées. Ont-ils oublié, vous qui êtes du côté de Bamako? Non, pas du tout, pas du tout, Steve. Alors, je salue les différentes interventions. Charlie Kenyé, président Bandakani et Triple A, et toujours avec le maestro que vous êtes qui sait trouver les sujets pertinents et réguler les débats. Donc, je vous salue tous et je vous ai suivi avec beaucoup d'attention depuis Bamako. Non, les Maliens n'ont pas oublié du tout, mais alors pas du tout. Ils savent très bien que, en tout cas, si il y a un peuple en Afrique qui a subi les sévices de l'impérialisme occidental dans le cache-sexe et la France, c'est bien au moins les Maliens. Vous savez très bien en termes d'affres, que l'armée, la farce, je dis bien la farce, c'est pas un lapsus, la farce Barkhane et toutes les autres
Épervier et j'en passe qui ont sévi là-bas. Vous savez bien tous les affres qu'ils ont fait subir au peuple. J'ai entendu à juste titre sur le plateau les exactions qui ont été évoquées et qui ont souvent été présentées comme des bavures. Mais en réalité, non, le peuple malien ne peut pas oublier. C'est quand même un peuple de guerriers. C'est quand même un peuple qui a vu naître en son territoire ce que l'ONU présente aujourd'hui comme la Charte des droits de l'homme et des libertés, mais qui en réalité est une pâle copie de la Charte du Mandingue, comme vous le savez, qui date du XIIe, XIIIe siècle. Donc le Mali ne peut pas se laisser compter, fleurer par des Français, même s'ils ont le don de l'hypocrisie et du mensonge. Non, les Maliens sont suffisamment aguerris, je vous assure, mon cher Steve, ils sont suffisamment aguerris, non seulement par leur histoire, mais de par leur actualité. Et vous savez, quand on coupe la tête à un coq, ou quand la tête est en train d'être coupée à un coq, vous voyez bien l'attitude du coq, son agitation est plus intense que jamais. Et vous savez le symbole de qui le coq est. Allez comprendre. Donc, les agitations, les tergiversations, les atermoiements de la France en Afrique, pas à la lumière justement de ce qui se passe au Mali, ce sont les signes de la fin, ce sont les signes de leurs limites. En fait, c'est la démonstration patente de leurs limites. Non, le peuple malien ne peut pas se laisser distraire de façon aussi facile. Ce qu'ils n'avaient pas compris avant, ils l'ont compris plus que jamais aujourd'hui. Je vais vous parler de la conférence de presse à laquelle j'ai été convié hier par Yerolo, que représentent Adama Diarra et Amina Fofana, où il y avait des centaines de jeunes. Je vous assure, la moyenne d'âge, c'était 20-25 ans. C'est dire si cette jeunesse-là, qui représente au moins 50% de la population pour les moins de 20 ans, c'est dire si cette jeunesse est consciente, et on sait très bien que la jeunesse, en réalité, c'est le fer de lance d'une nation. Donc, non, les agitations, les tergiversations, vous savez, la France, en fait, c'est un grand prestidigitateur. Vous connaissez les prestidigitateurs. Au début, vous êtes impressionné quand vous ne savez pas, vous n'avez pas connaissance des tours de passe-passe. Mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, au bout de quelques décennies, les tours de passe-passe du prestidigitateur deviennent même ridicules, tellement vous le voyez venir. Et si le prestidigitateur manque minimum d'intelligence requis pour continuer de flouer ses spectateurs, alors il est tout simplement dans son bon film, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est dans ses illusions, et c'est exactement le cas de la France aujourd'hui. Donc, ce qui va se passer le 22 septembre prochain, comme vous l'a annoncé Amina Fofana, c'est quelque chose de grandiose qu'il faudra absolument couvrir, qu'il faudra absolument suivre par tous les panafricains, parce que vous vous rendrez compte par vous-même, des panafricains viendront des 4 coins de la planète pour justement soutenir ce mouvement-là. Et je vous rappelle que la thématique principale de cette grande manifestation au mémorial Modibo Keïta à Bamako, c'est « Dégage la France ». C'est ça le grand titre. Que la France dégage, que l'impérialisme occidental dégage, non à la soumission de la CEDEAO à l'impérialisme occidental. Donc, c'est vous donner un peu le ton de ce qui va se passer. Il y aura des milliers de Maliens, mais pas que. Il y aura des Africains qui viendront de tous bords. Et je serai moi-même au premier rang de cette grande manifestation. Ça, je peux vous l'assurer. C'est en train de se préparer. Et c'est pour vous dire, hein, pour répondre de façon en conclusion à votre question, c'est que non, le peuple malien est véritablement debout. Et ils ne peuvent pas, ils n'ont pas l'intention de se faire encore flouer par la France prédatrice, qui en réalité n'est que le petit garçon de course de l'impérialisme occidental. Nous, tout au long de cette édition de DBS Matin, on va vous souhaiter bonne conférence de presse du côté de l'amphithéâtre à l'université de Bamako. Bon, mais nous on t'attend également. Bon, faut pas oublier qu'on vous attendra.
Tout à l'heure. En tout cas, bonne journée à vous. Hein. On se retrouve dimanche dans le cadre de Feu Vert entre 14h et 16h, heure d'Afrique centrale, et entre 13h et 15h, heure d'Afrique de l'Ouest, précisément, heure de Bamako au Mali. Bonne journée à vous et bonne conférence de presse. Président Banakani, chacun aura 3 minutes. Déjà, vous m'avez bouffé, pour les lames, bouffé plus de 5 minutes, 10 minutes d'ailleurs. C'est beaucoup, parce qu'il manque 20 minutes pour sortir de cette décision, c'est grave. Hein? On va essayer. On va aller rapidement, messieurs. En conclusion, qu'est-ce qu'on fait maintenant, président Banakani? Je l'ai déjà dit, c'est la guerre totale. Oui. C'est le concept que nous sommes en train de développer, on travaille là-dessus. C'est la guerre totale. On n'a pas le temps d'expliquer, ça va être trop long, parce que vous me donnez seulement 3 minutes. Mais les éléments de la guerre totale, c'est ce que je viens d'expliquer. Oui. Et un pays comme le Cameroun a lancé un concept militaire qui est très extraordinaire, que les gens ne comprennent pas beaucoup. Le concept État-nation. Oui. Ah, pardon. Armée-nation. Armée-nation. Oui. Les profondeurs de cette axiologie militaire ne sont pas... Les gens ne comprennent pas. Même après le président Biya, ça va continuer totalement. Et moi, je m'inscris dans ça quand je dis que le peuple africain doit s'approprier ça. Les groupes paramilitaires populaires, mon cher Gosse, sont la chose la plus légitime dans un contexte comme ce que nous vivons avec la France. Vous ne pouvez pas... Des gens tuent votre peuple, ils vous détruisent et vous leur donnez le tapis rouge tous les jours. Le diplomate vient chez vous, il vous nague, il entre et il parle. Et vous insultez le président. Vous voulez que le président fasse quoi? Attends, vous voulez qu'il fasse quoi? Puisqu'on les tue. Il vous a cité 22. On les tue systématiquement. Et nous, là, on regarde. Donc, il faut insécuriser les officiels français qui mettent les pieds ici, y compris américains, c'est ça. Les Iraniens l'ont fait, et ça marche. Tous les peuples ont fait ça. Chaque fois, les Israéliens, là, comme voilà. Mais Ligoun, c'était quoi? C'était quoi Ligoun? C'était une organisation terroriste. Les ennemis d'Israël appelaient ça terrorisme, mais les Juifs appelaient ça Organisation populaire de libération. Ligoun, c'était ça. Tous les peuples du monde ont fait ça. Les Français l'ont fait avec les Allemands. On parle de quoi? Mais il n'y a que chez nous où la France veut nous amener à adorer les hommes, les officiels français, alors qu'ils tuent, ils violent, ils massacrent le continent. Ça doit s'arrêter. C'est ce que nous sommes en train de dire. Il faut que les groupes paramilitaires populaires commencent à se lever en Afrique et que les gens aillent se former militairement. Ça s'apprend. Si les Africains sont très forts, ils peuvent regarder un match pendant 10 heures du temps. Mais quitte à apprendre de la guerre. Oui, monsieur. On se forme et on s'organise pour que les officiels français ne soient plus en sécurité ici. Et que le peuple là leur dise que non, c'est trop grave. Mais c'est comme ça que c'est ça la guerre totale, entre autres. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons, je prends un exemple, il n'est pas normal d'envoyer nos enfants dans les universités françaises alors qu'on est en guerre contre la France, je le dis. Puisque dans le rapport du Sénat français, l'une des armes de guerre de la France pour le Centre d'Afrique, c'est l'enseignement supérieur, les diplômés, l'éducation supérieure, mon cher Gosse. Donc, si on est en guerre avec la France, on n'envoie pas nos enfants se faire polluer par les enseignements supérieurs français. Parce qu'il y a tout ici. Ils vont parler ailleurs dans le monde. Merci, président Banakani. Plus rapidement, je termine. Vous avez, tout à l'heure, il a suggéré des actions. Mais, il y a ce que j'appelle les actions des exactions. Mais c'est d'abord la présence française en Afrique. C'est-à-dire, la présence française en Afrique, à elle seule, c'est les actions des exactions. C'est-à-dire, quand on voit un truc officiel français en Afrique, mais on a envie de se suicider. On regarde ce que ces gens-là font, nous font. Mon cher Gosse. Donc, les actions, c'est la France. Pour le cas du Mali, il y a plus grave. Dans les accords militaires secrets avec le Mali, la France a réussi à mettre à l'intérieur que les militaires français ne sont pas responsables de leurs crimes au Mali. Merci. Voilà un pays que les démocrates africains soutiennent. C'est écrit, c'est stipulé à l'intérieur. Que les militaires français ne sont pas... Donc, si un militaire français tue au Mali, c'est un Malien qui est responsable. Voilà comment... Même Hitler n'est pas arrivé à ce niveau. Hitler n'est pas arrivé à ce niveau, mon cher Goff. Ce niveau d'élaboration de crimes, c'est rare dans le monde, dans l'histoire de l'humanité. Mais l'État français le fait, mon cher Goff. Vous avez... tout à l'heure, 3 ans, il a volé mes biscuits. Vous voyez, j'avais écrit ici, les 10 000 hommes que la France veut former, c'est pour la guerre en Afrique. Et elle veut créer des États. On a fait une émission là, précisément. Oui, j'avais suivi. Voilà. J'étais pas là, mais j'étais très heureux. J'étais très fier de cette émission-là. Je l'ai regardée, je l'ai même partagée. J'étais très content de cette émission. La France a besoin des États supplétifs comme le Niger. Un État supplétif, c'est même plus qu'une néocolonie. Mon cher Gosse.
C'est plus qu'une néocolonie. C'est-à-dire que c'est comme dans les plantations, le maître de plantation là, qui frottait j'ai oublié son nom là. Oui, le maître là. Oui, c'est le rôle qu'on fait jouer à l'État. Et le Niger, la France veut transformer le Niger à ce genre de choses. Pas la France. Les Américains, les Anglais, les mondialistes, les Anglais, les Allemands veulent faire du Niger ce type d'État qui va servir de base, n'est-ce pas, à la guerre que le bloc mondialiste n'est pas porté par la France. Dans les propos justement de Jean-Yves Le Drian, il a déclaré fort, je vous ai cité d'ailleurs ses propos, que s'il y a justement un accord entre l'armée russe et le Mali, ils quitteront le Mali pour aller s'installer au Niger. Mais je vous souhaite vous dire non. Le Niger est... Et vous voyez pourquoi on l'a vanté ça. C'est quel échappatoire de quitter justement le Mali pour aller s'installer au Niger? La démocratie. Vous voulez pas on a dit qu'il y a alternance. Et vous le dites quand même Mondovision, il a dit à Mondovision. Mais on l'a dit au Mali qu'il y a alternance, non? Il souffre, c'est le plus grand président africain qu'on ait jamais connu. Il a fait 2 mandats, il est parti. Il a laissé le pouvoir à Bazoum. Donc c'est un grand pays démocratique. Mais un État supplétif. C'est une honte. Les Nigériens doivent... C'est une honte. C'est une régression de l'histoire du Niger. Quand on voit ce peuple-là, c'est une honte que la France veut faire. Donc les États supplétifs, vous avez un exemple parfait, c'est la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'ils veulent faire de la Guinée. C'est ça le projet. C'est-à-dire, encercler des pays en Afrique comme ça, des États supplétifs qui seront des bases de guerre de l'Afrique contre l'Afrique, en se cachant derrière l'alternance. Parce que vous voyez, moi je suis en guerre contre l'histoire de démocratie là. C'est un crime, c'est une honte qu'on ait des intellectuels qui vendent du vent comme ça aux Africains, mon cher. Dites-moi dans le monde, et je suis par là, dites-moi dans le monde où est-ce que... Vous avez bouffé toutes mes minutes, hein. Je termine. Dites-moi dans le monde pourquoi est-ce qu'on peut faire l'alternance dans un pays qui est en guerre. Vous avez vu ça où? Vous êtes en guerre, on parle d'alternance. Il n'y a que les Africains qui pensent que le néocolonialisme, mon cher gosse, l'impérialisme globalisé, c'est pas la guerre. C'est de la coopération, c'est de la diplomatie. Il n'y a que les Africains, mais quand les Chinois nous regardent, excusez-moi, quand les Chinois, même les Russes, partout, quand on nous regarde, mais, c'est ça que souvent ailleurs, même, on nous maltraite. On te dit que, mais, je ne vais pas dire une bêtise ce matin, c'est-à-dire que peut-être en nous maltraitant, on va se réveiller. Moi, je te dis, quand les gens nous regardent ailleurs, ils se demandent que, mais, ces gens-là, ils sont même comment? Crois que l'impérialisme, tu es sur l'impérialisme, tu es sur la recolonisation et le néocolonialisme, tu t'assois, tu fanfaron sur l'alternance à la tête de l'État, 2 mandats, tu pars, tu racontes. Il y a des gens qui sont, des criminels qui sont assis à Paris, dans la chancellerie occidentale, pour te tenir ça. Les Africains, même pour les bêtises, quand on est en guerre, on suspend l'alternance, on fait la guerre. Si un président qui est en guerre, il part, elle va te guérir le remplace, jusqu'à ce qu'on chasse l'ennemi. Voilà la vraie démocratie. Pas cette fanfaronnade que la France, justement, nous vend, pour nous diviser d'abord, opposer les pro-démocrates, entre guillemets, aux antidémocrates, c'est-à-dire les divisions africaines. Pendant ce temps, elle est s'unit que les États supplétifs, ils nous font la guerre dans notre pays, mon cher gosse. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter, on vous comprend parfaitement. Et pendant ce temps, Charlie Kenyé, Assimi Goïta et ses pairs sont en train de préparer justement une contre-offensive en appelant l'armée russe, même si on appelle cela une société privée, on parle de Wagner, sur son sol. Bon, la France appelle justement une société de mercenaires qui commet des exactions sur le continent africain. Mais écoutez, je pense que le colonel Assimi Goïta, c'est le plus grand bien qui puisse arriver au peuple malien et même à l'Afrique tout entière. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que ce monsieur gêne. Le président Banakani venait de parler quelque chose. Quand Macron décide de convier les 5 autres présidents qui constituent le G5 Sahel, à savoir le Tchad, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et la Mauritanie, quand il décide de les convoquer sur le perron de l'Élysée, le colonel Assimi Goïta, lui, de son côté, il demande plutôt à Macron de voir dans quelle mesure il doit se rendre au Mali pour la révision des accords militaires qui lient le Mali à la France. On est toujours dans les 11 accords de 1960. Exactement, mais au-delà de ces accords, le président Barkhane a dit quelque chose de pertinent. L'accord militaire qui lie le Mali à la France, vous savez ce que cet accord militaire stipule? Lorsqu'un militaire français meurt au Mali, le rapatriement du corps et toutes les charges y référant doivent être payées par le gouvernement malien. 1. 2. Le militaire français en exaction ou ayant commis un délit sur le sol malien ne peut être jugé par la justice malienne. Il n'a qualité qu'à être jugé par la justice française. Mais, parce qu'il y a une parenthèse, les accords qui lient le Mali et la France stipulent clairement, et c'est valable pour la Côte d'Ivoire, que le militaire français exerçant en territoire étranger, particulièrement le Mali et la Côte d'Ivoire, le fait sous le prisme d'un agent diplomatique parce qu'il est intouchable. C'est-à-dire que vous allez voir, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, vous avez l'une des plus grandes bases françaises qui est située là-bas où
le gouvernement ivoirien n'a même pas qualité à agir dans cette base-là. C'est-à-dire que voilà un pays qui fonctionne, voilà une armée qui est située dans un pays étranger, qui fonctionne comme une ambassade. C'est-à-dire que les soldats français en mission en Afrique sont des diplomates. Je parle des militaires français. En mission en Afrique, sont des diplomates. Ils ne peuvent pas être attaqués. Ça, c'est ce qui explique les apports de coopération militaire qui lient la France et le Mali. Et en dernier, l'armée malienne n'a pas qualité à soit faire des achats d'armes ou alors des achats d'armes stratégiques ou des coopérations avec d'autres pays sans l'autorisation sans passer par la France. De la France. Et vous pensez qu'un pays peut faire face au terrorisme sur son territoire comment? Quand vous avez en face de vous ce genre d'accord. Et c'est là où le colonel Assimi Goïta dit à Macron que, petit frère, viens un peu pour qu'on voie l'affaire ici. Et il faut forcément l'éliminer, autant pour moi. Deuxièmement, terminons rapidement, c'est terminé. Il y a l'accord, permettez, il y a l'accord militaire qui était signé avec la Russie. Oui. Un président qui arrive au pouvoir, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il est arrivé au pouvoir avec deux enjeux cruciaux qu'il fallait faire. La relance de l'économie et la pacification du nord du Mali. Dans la pacification du nord du Mali, on a vu l'armée malienne monter en puissance parce que avant qu'il n'avienne, Amina Fofana a dit quelque chose de pertinent. La Russie était déjà en marche. Parce que quand il prend le pouvoir, il y a deux amiraux de l'armée russe qui arrivent en catimini à Bamako, qui font un certain nombre d'inspections. Et pratiquement un mois après avoir pris le pouvoir, il y a un stock d'armes, un conteneur d'armes qui arrive à Bamako, qui a été réceptionné au niveau du camp militaire de Kati, le camp du bataillon autonome des forces spéciales, sous le contrôle du commandement Kassara-Foubou, qui a permis à l'armée malienne de monter en puissance. On a vu ce qui s'est passé dans le nord du Mali. À côté de ça, vous avez sur le plan économique, il a fait un entretien avec l'UNTM, l'Union nationale des transporteurs maliens, qui était en grève de salariat depuis 9 mois. Il y a eu des accords qui ont été signés, qui ont permis à la fiscalité malienne d'avoir des recettes en termes d'entrée de pratiquement 900 milliards de francs CFA. C'est-à-dire que voilà un président déjà qui remet 2/3 de son salaire aux organisations de la société civile pour justement permettre la construction des forages dans les zones désenclavées du Mali. Voilà un président qui, en moins de 6 mois, a fait ce que certains de ces présidents de ces présentations n'ont pas fait en 10 ans. Donc, vous comprenez que c'est un monsieur Abad. Et je dis à cette allure où va le colonel Assimi Goïta, qui a tout notre soutien, le Mali ne sera pas un pays émergent, mais sera un pays développé au sens africain du terme, pas au sens occidental du thème, au sens africain du thème, sera un pays développé dans moins d'1 an. Albert Latola, ici vous avez le mot de fin ce matin. Mais c'est quoi le mot de fin? C'est deux choses que je veux dire. Parle d'Alpha Omar Konaré, voilà un démocrate. On termine, messieurs, pour aujourd'hui. On termine. Les démocrates. Il y a deux choses qu'il faut dire ce matin. La première, c'est un fait également. La France n'est pas au Sahel ou au Mali pour faire la guerre. La France est présente au Mali et au Sahel pour piller. Comme je dis ça, c'est établi. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que il faut former l'armée malienne. Parce que l'armée malienne a les mêmes insuffisances que l'armée centrafricaine, du moins avant l'arrivée des Russes. C'est-à-dire, et la France y était présente avec des forces multinationales. C'est-à-dire, une armée qui s'appelle armée, qui n'est armée que de nom, qui n'a pas de moyens logistiques appropriés, qui n'est pas bien formée et qui ne peut pas s'acheter des armes stratégiques pour se protéger, pour protéger le territoire du moins, pour protéger l'intégrité territoriale. C'est la même chose c'est la même situation qu'on avait pratiquement au Mali. C'est-à-dire la France est présente au Mali, elle ne peut pas former normalement l'armée malienne, elle ne peut pas non plus l'équiper parce qu'elle n'a pas l'argent pour ça. Donc, il faut donc, pour éviter des situations de ce genre où vous avez sur votre territoire des armées d'occupation, des forces d'occupation, il faut avoir des armées autonomes, bien formées. Maintenant, troisième chose, je sors par là. Il est important, de mon point de vue, que ce qui se passe au Mali parle à tous les pays africains. C'est-à-dire, vous avez des conteneurs d'or qui, tous les jours, partent du côté de Paris. Vous avez un pays qui est divisé du fait de Paris. C'est-à-dire, vous n'avez pas accès à votre pays parce qu'il y a une... La France est la 4e réserve d'or au monde. Et en plus, lors de son arrivée à Gao, c'est l'armée française de Barkhane, n'est-ce pas, qui reçoit sur un territoire étranger, un président étranger, avec à la clé de la revue des troupes. Nous sommes dans le 18 mai 2017.
Ça, ces villes sont administrées par la France en passant. Alors, Gao, ça, Kidal sont ça, administrées par la ça, il faut France. quand même le dire. Il faut le faire. Mais quand on arrive à ce genre de scénario, ça veut dire que on vous considère moins qu'une néocolonie, comme je disais tantôt. C'est-à-dire qu'en rêve, le monsieur vous dit que je suis chez moi. Des États supplétifs. Non, là même, c'est même moins que l'État supplétif. C'est-à-dire un pays, le représentant d'un pays étranger vient faire la revue de troupes sur votre territoire avec son armée. Vous êtes Sans que vous ne soyez au Sans courant. que vous soyez au courant. Mais attends, il y a quand même un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment, de mon point de vue, changer ce visage-là, ce scénario, et monter en puissance par d'autres paradigmes. Merci, messieurs, d'avoir été là ce matin. Il faut dire que la France est très inquiète de l'arrivée des Russes au Mali, un pays central pour ses intérêts au Sahel et en Afrique en général. Et cette inquiétude n'a rien à voir avec la lutte contre les groupes armés djihadistes. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.